Alors, je vais te présenter quand même. Alors, en fait, j'ai jamais fait attention. Ça se prononce comment ton nom de famille? Ah, Parce que c'est G à la fin ou guerre? eh ben, peut-être c'est une bonne anecdote d'ouverture. Vas-y. Donc moi, quand je parle en français, j'ai toujours dit en français Brandenburger, Ok. et en anglais, j'ai toujours dit Brandenburger. Ah, c'est marrant ça. Du coup, tu dis pas ton nom de la même façon Je dis pas mon nom de la même façon et je m'en rends pas compte. Et donc Ah oui. ça m'arrive souvent en séminaire, par exemple, que des Sherman polis me demandent comment on prononce mon nom, et je leur dis Brandenburger. Et puis je commence mon talk et je me présente sans réfléchir et je dis Brandenburger. Et là, ils sont Parce que tu énervés parce parles en que anglais. Eh ben oui, ils croient parce que que je me suis moqué d'eux, quoi. c'est ça, il se fout de ma gueule, le petit jeune là. Je- Eh oui. Donc ouais, ouais. Attends, faut que je ferme ça. Ah, attends, j'ai pas prévenu les gens qu'on était en live sur Discord. Je vais les prévenir. Yes. Et voilà, parce que ce sera peut-être on aura peut-être un plus de monde. At everyone. J'ai très hâte parce que ça me donne très envie d'écouter ce que tu vas nous dire. Et j'ai remarqué pour la petite anecdote en fait que tu avais une publi avec Baptiste parce que c'est bon, c'est lui qui m'a dit tiens contacte-le, il est super. Ouais. Mais aussi avec Alexis Duchesne. Et ouais, c'est un Du petit coup en monde, fait hein. vous faites Ouais. là c'est le triumvirat là. Du coup j'ai vu un papier il y avait vos trois noms dessus. Je dis, ah, Mhm. quoi? En fait, du coup, mon stream est sponsorisé par. C'était en Belgique, du coup, c'est ça que vous étiez ensemble? Et ouais, moi j'ai fait ma thèse à l'université de Liège en Belgique. Et tous les deux, ils ont fait un postdoc, tous les deux de 2 ans, je pense, en Belgique, pendant ma thèse. Ah bah super. Donc ouais, ouais, ouais. Attends, je vais Ouais, prendre ouais, mon autre c'est là clavier. qu'on a créé des liens. Et Baptiste, par exemple, c'est le parrain de ma fille. Donc Sans c'est des liens déconner. qui Ah oui, sont des restés. sacrés liens. Ah bah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Ok, ah oui, oui. Bah super. Ah, du coup, on Ouais. vient d'apprendre deux choses. C'est que c'est pas un ta fille et que t'as une fille en plus. Ah ouais, Et ouais, voilà. ouais. Et ouais. Ok, ok. Bonsoir, Lord Gibus. Alors, du coup, euh, on commence, si tu veux bien, par une petite présentation. Alors déjà, t'as fait la petite anecdote sur le nom de famille, c'est pas mal. Mais un peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la recherche, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la Enfin, recherche? disons qu'une présentation de toi bon, si tu nous parles de tes talents de jardinage, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment le sujet, quoi. Ouais, non, je vais Ça. essayer d'être pas trop long quand même. Euh, Quand j'étais ado, j'avais j'avais des facilités en mathématiques et en sciences, mais pas vraiment la passion. Ok, Je faisais pas grand, je travaillais pas beaucoup à l'école quand j'étais adolescent. Euh, j'entends. mais j'arrivais à avoir des points quand même corrects. Et j'ai commencé à m'intéresser. Donc moi, j'ai fait des études de physicien et j'ai commencé à m'intéresser à la physique pour de très mauvaises raisons. C'est que à l'époque, j'avais un très bon ami, qui est toujours un très bon ami d'ailleurs, euh, qui était plus ou moins. On avait tous les deux des facilités, on faisait tous les deux pas grand-chose. Et par compétition, on s'est mis vraiment à travailler sur la science parce qu'on voulait avoir plus de points l'un que l'autre. Donc Et les donc deux c'est comme glandus ça que du ça a fond de éveillé la mon intérêt. classe se sont mis au Voilà, défi. donc, Vas-y, voilà, je les vais deux plus que cancres. toi et tout, et puis Ouais, ouais, voilà, exactement. allez, on Donc, cherche la motivation, on peut, hein. ça en était à un niveau où, pendant les examens en classe, on se faisait réprimander parce que on trichait, mais on n'était pas d'accord sur la réponse. On échangeait nos réponses, mais on n'était pas d'accord sur la réponse finale. Et donc, on se mettait à parler à voix haute en interrogation parce qu'on Y n'était a pas rien qui d'accord. va. Les Donc enfants voilà, il n'y a rien qui allait. ne répondissez pas Voilà, ça à la vraiment maison. la pire idée du monde. On peut continuer sur les pires idées. Euh, en, En Belgique, donc je suis belge, donc j'ai fait des études universitaires en Belgique. En Belgique, on va à l'université, il y a pas de notion de, pardon, de grandes écoles, donc Mhm. il y a pas de cours prépa. Mais par contre, les études d'ingénieur, il faut faire un examen d'entrée pour rentrer aux études d'ingénieur. Moi, initialement, j'étais très intéressé par les études d'ingénieur. Mais je n'étais pas très intéressé par faire un examen d'entrée. Et donc, entre autres, parce que j'avais la flemme, je me suis inscrit en physique.
Donc voilà, vraiment tout ce qu'il Parce... faut pas Ah, reproduire. en C'était vraiment physique, tu veux dire, mais le. en physique, pas en ingé, en physique à la fac, pour pas Ouais, avoir besoin de en passer le physique concours. à la fac, ouais, exactement. Euh, donc vraiment toutes les pires excuses, quoi. Mais finalement, en faisant tous les pires choix, je pense que je suis arrivé à un endroit qui me correspondait très très bien. Et moi, j'ai vraiment ouvert les yeux en première année de physique, où j'ai eu des très très bons profs, en fait, qui m'ont expliqué ce que c'était la physique, et où j'ai enfin compris que la physique, c'était vraiment essayer de comprendre le monde qui nous entoure, quoi. Et je pense que c'est cette notion de comprendre ce qui nous entoure qui m'a, moi, tout de suite accroché, quoi. Donc, j'étais quelqu'un qui faisait vraiment pas, qui travaillait vraiment pas beaucoup à l'école adolescent, et puis à l'université, moi, je me suis mis à énormément travailler. Et puis au fur et à mesure des études, enfin, et j'ai continué les études sans trop penser à ce que je ferais au bout de ces études, parce que c'était vraiment la passion qui me poussait à avancer. Et en fait, en arrivant vers la fin de ces études universitaires, je me suis rendu compte que la suite logique, c'était vraiment de faire un doctorat, parce que, ben, ça voulait dire continuer à faire ce que j'aimais faire depuis le début, quoi, c'est-à-dire essayer d'en apprendre plus sur le monde. Euh, et, euh, et alors en plus, comment? Pendant mon cursus, j'ai eu une série de cours sur la matière molle et la physique des fluides. On en parlera plus après, je pense. Et c'est vraiment des cours qui, moi, m'ont complètement bouleversé dans le sens positif du terme. Et donc, très rapidement, je savais que je voulais faire une thèse de doctorat dans cette direction-là. Euh, et encore une fois, je fais une thèse de doctorat parce que voilà, ça m'intéressait d'en apprendre plus et de continuer à faire ce que j'aimais bien, mais sans trop penser à ce qui se passerait après. Et ensuite, à la fin de ma thèse de doctorat, il a fallu que je me décide. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais continuer à faire ce que j'aimais bien, la suite logique, c'était post-doctorat et puis c'était poste de chercheur, quoi. Et donc, je me suis lancé là-dedans euh, pour en arriver là aujourd'hui à vivre à Marseille et à travailler en tant que chargé de recherche CNRS à Marseille, ouais, au laboratoire IRFE. Voilà. Si je peux me permettre une petite blague, du coup, j'ai presque l'impression que t'as coulé jusqu'à là où t'en es aujourd'hui, quoi. Ben, couler, C'est-à-dire que t'as suivi un chemin sans le décider, et c'était plus faire une petite parallèle avec la matière molle, tout ça, quoi. C'était une non, petite non, ouais, je vois ce que blague. tu veux dire. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai quand même, hein, parce que j'ai quand même mis des barrières de potentiel sur mon chemin à Toi-même. plusieurs reprises, quoi. Parce qu'évidemment, le problème parfois, c'est que quand on est trop motivé par la curiosité et la passion, on réfléchit pas forcément en termes, on va dire, plus carriériste, quoi. Et donc moi, par exemple, si on veut sauter dans le vif du sujet, j'ai fait une thèse en mécanique des fluides. Puis après, j'ai été faire des post-doctorats en mécanique des solides, dans lequel je connaissais pas grand-chose finalement. Ce qui fait que j'ai fait un certain nombre d'années de post-doctorat. J'ai fait au total 5 ans de post-doctorat, ce qui est Mhm. au-dessus de la moyenne, je dirais, avant de trouver une position permanente, quoi. Donc voilà, ouais, ça n'a pas coulé de source, mais ça n'a pas toujours Oui, coulé oui, de source, non, on va dire. alors, Mais ok, oui, oui, non, je pensais plus à, oui, à la fin, il a fallu quand même, oui, il a fallu quand même travailler un petit peu. C'est ouais, pas, ouais, bien sûr, ouais, ouais. je dis pas que tu y es arrivé tout seul, c'était pas ça mon propos, c'était de dire que c'est Non, non, plus, non, bien sûr. tu t'es laissé guider, même si effectivement, voilà, il y a des moments. Ah mince, je croyais avoir éteint ça, mais j'ai pas éteint ça. Hop, voilà, oui. Ok, ok. Bon, bah, du coup, bah, il y a que leur début ce soir là, ils sont où les autres? Je leur demande de se manifester un peu là. Eh? Ah ben voilà, il y a Bobinette Shera. Le recrutement CR est ta thèse plus 6 ou 7 en moyenne en physique. Bon, typiquement, ça, c'est un viewer qui est venu, c'est toi qui l'as ramené, ça. Tu Alors, reconnaîtras le peut-être pas surnom le surnom, Bobigny-Chera, je ne connais pas. Mais mais nouveau personnage et qui connaît CR chargé de recherche, qui sait que c'est à combien et tout ça. 10 minutes sans intro, ils vont arriver. Et oui, parce qu'en fait, du coup, je voulais pas commencer à l'intro avant d'avoir mon intervenant, parce que c'est déjà arrivé que j'ai pas d'intervenant qui vienne parce qu'on a eu un petit quiproquo. Et donc je me suis dit, bon,
on va y aller doucement. Parce que souvent, je lance le stream un peu en avance, on discute un Hmm. petit peu avant, etc. Ouais. Mais il y a une fois, je me suis fait un peu planter. Enfin, bon, c'était pas la faute de la personne, hein, c'était un quiproquo, mais bon, voilà. Ah, non, c'est quelqu'un qui fait de la com au CNRS, et pas en ingénierie. Ok, ok. Ah, Bah super. écoute, bah, bienvenue sur le chat, en tout cas. Et on a Ouais, souvent des ouais. chargés de recherche, en plus. Il y a beaucoup de chargés de recherche qui aiment bien partager leur travail, donc c'est cool. Peut-être les autres, ils ont trop de travail à faire des cours à côté, et il n'y a plus que les chargés de recherche qui ont de l'énergie pour faire de la vulgarisation. Non, non, je plaisante, hein, il y a pas que des chargés de recherche qui viennent. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu dans les grandes lignes déjà le domaine dans lequel tu travailles, et après un peu ce que tu fais? Ouais, ouais, je peux faire ça. Alors, comment est-ce que j'ai un petit peu des slides Ouais, vas-y, on voit des slides, et que je puis... peux ouais. éventuellement partager là. Euh, là, on voit mon écran là. Oui, parfait. On voit On ton voit mes écran, on slides, je voit veux ta dire. souris. Super, super. Donc, on va pas forcément aller dans l'ordre logique des slides et ils sont plus là pour avoir des images Yes. pour discuter. Donc, peut-être la première étape, c'est que j'ai parlé de, j'ai déjà parlé de mécanique des fluides et de mécanique des solides. Mhm. Et donc, moi, c'est vraiment mes deux domaines de prédilection, quoi. Donc, euh, je sais pas c'est quoi le niveau de vulgarisation avec lequel on doit discuter aujourd'hui, mais grosso modo, Les gens savent disons ce que qu'on... c'est qu'un solide, ils savent ce que c'est qu'un fluide, ils Ouais, savent à peu près ce que c'est qu'un solide qui peut se comporter comme un fluide s'ils sont en petits morceaux, parce ok. que, bah, je te dis, on a eu, mais bon, tout le monde n'était pas là non plus, tu me diras, donc Ouais, ouais. c'est ça le problème, c'est qu'on a déjà parlé dans notre stream, comme tu te doutes, par Mhm. exemple, avec Baptiste, Ouais, Euh, mais, euh, mais donc du coup, voilà, de toute manière, je te dirai s'il y a besoin de ouais, ouais, reprendre, carrément. Ouais, il je faut te pas dirai. hésiter Voilà, à me je te dirai. reprendre, à me Ah, est-ce que tu couper. peux me Je risque, réexpliquer ça? Voilà. ouais, ouais. Je risque aussi d'utiliser parfois pas mal d'anglicismes, Oui. donc il faudra peut-être traduire. Mais donc, moi, je travaille donc, dans le laboratoire IRFE, qui est un laboratoire qui est principalement orienté mécanique des fluides. Et mécanique des fluides, en fait, ça veut dire qu'on peut déjà s'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure. Euh, et là, j'ai quatre photos dont je me sers beaucoup qui mettent un peu en évidence les quatre axes de recherche qu'on a au laboratoire. Et le premier axe, ou les deux premiers axes, on peut déjà les définir comme ça, sur la gauche, c'est des axes qui sont orientés un petit peu interaction avec des entreprises, donc application industrielle, si on veut. Et quand on parle de mécanique des fluides, on peut on peut s'intéresser à des gaz, qui c'est cool, donc à du vent. Et donc là, on a une image, par exemple, euh, de rotor avec des pales du rotor qui sont flexibles. Donc c'est le genre d'études qu'on fait. Voilà, on regarde comment est-ce que le vent peut faire tourner une hélice et qu'est-ce qui change typiquement si cette hélice est flexible. Est-ce que c'est dans l'intérêt de certains industriels d'ajouter de la flexibilité à leur hélice ou pas? La deuxième image, c'est un peu moins évident peut-être, mais c'est la propagation de flammes, pardon. Ok. Donc finalement, quand quelque chose prend feu et que ce feu se propage, c'est du gaz donc, qui va réagir d'une certaine manière. Et donc la propagation de flammes, c'est des choses qui peuvent être étudiées en mécanique des fluides. Puis après, on a deux autres axes de recherche au labo qui sont vraiment sur deux autres thématiques dans lesquelles on va être connecté, ou dans lesquelles va être connecté l'étude de mécanique des fluides. La première, c'est les études associées à la géophysique. Donc, il y a plein d'écoulements euh, géophysiques. Donc, si on parle des granulaires, typiquement, s'il y a des glissements de terrain, c'est un écoulement géophysique, évidemment. Au laboratoire, on fait pas mal de choses en rapport avec le spatial. On a des études, par exemple, qui s'intéressent au vortex de Jupiter. Donc, c'est le petit rond qu'on voit ici, qui est Le une petit petite. rond. Vas-y, le petit rond, c'est la taille de la Terre ou... Ouais, ouais, voilà. Alors, je peux pas donner la taille exacte, c'est pas moi qui utilise le domaine, mais c'est assez grand, Le effectivement. petit rond. Et au-delà d'être grand, ça étonne beaucoup de chercheurs euh, qu'en fait, on ait un écoulement d'air qui soit en rotation en un endroit spécifique de Jupiter.
Ouais. Donc il y a des gens qui étudient ça au laboratoire. Et puis il y a un dernier axe de recherche qui est lui plus orienté mécanique des fluides, on va dire, associé à la biologie. Et là, l'idée, ben, c'est que typiquement, que ce soit dans le corps humain, dans les animaux ou même dans les plantes, on a des liquides qui s'écoulent évidemment, et qu'il faut absolument comprendre comment ça s'écoule. Généralement, la première idée qui vient à l'esprit des gens, c'est le système cardiovasculaire, comment le sang s'écoule dans le corps, parce que ben, ça, c'est lié par exemple, à toute une série de problèmes médicaux qu'on peut aider à résoudre si on comprend mieux euh, comment le sang s'écoule. Et là, l'exemple qu'on voit sur ce slide, c'est pas. Donc, on voit un peu des canaux, là, Mhm. des réseaux de canaux, mais c'est pas le système cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le système lymphatique, qui est aussi un réseau de canaux qui est présent enfin, chez l'être humain ou chez les mammifères en général, et qui transporte non pas le sang, mais la lymphe, du coup, euh, qui est, pour le dire simplement, ben, un liquide qui contient un petit peu les déchets perdus par le système sanguin, qui va être récupéré par le corps, nettoyé et réinjecté dans le système sanguin ben, pour qu'on soit le plus efficace possible. Pour moi, dans ma tête, c'est partout où c'est pas du sang, c'est ça en gros, quoi. Ouais, voilà. Donc, grosso modo, on parle de lymphe, mais la lymphe, initialement, c'est ce qu'on appelle du liquide interstitiel. Donc, c'est vraiment le liquide qui est présent dans les tissus humains. Donc, effectivement, c'est présent un peu partout. Et contrairement au sang, c'est un liquide qui est transparent, voire légèrement blanc. Donc, par exemple, si vous avez une cloque sur la peau et que vous la Oui, percez, qu'il y a du liquide c'est de qui la sort, lymphe, ben ouais. ça va être de la lymphe. Voilà. Et la lymphe, justement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément dans mes recherches à l'heure actuelle. Donc, je vais en parler un petit peu dans les slides qui Yes. viennent, mais typiquement, on s'intéresse à ce genre de choses au laboratoire. Et alors, peut-être une chose très importante, si on veut vraiment parler de la recherche que moi je fais, ben, on va dire que ma recherche, elle se situe un peu entre ces études qu'on va appeler écoulement industriel et écoulement biologique. Mais il y a comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une notion supplémentaire, une couche de peinture supplémentaire qu'on peut donner à ma recherche, qui est la notion de matière active. Mhm. Donc ça, c'est un Ok. mot-clé qui apparaît énormément dans la recherche actuelle, dans beaucoup de domaines, que ce soit en biologie, en étude de la matière molle, en étude de la mécanique Oui, des c'est ça. solides, de la J'allais te mécanique demander des la fluides. définition, mais elle est écrite là. C'est de la Ouais, matière pardon. Donc, qui a de sa propre énergie, c'est ça, quoi. C'est voilà, un exactement. Donc, la manière de le dire peut-être un peu simplement, c'est que pendant très longtemps, ce qu'on a passé notre temps en tant que physicien, d'ingénieur ou de chercheur en général à caractériser, ça va être des objets qui sont passifs, on va dire. Donc, on trouve un caillou, on étudie un caillou, on définit comment le caillou est rigide et comment le caillou, quelle force il va falloir appliquer au caillou pour le casser. On trouve du caoutchouc, on découvre qu'il peut s'étirer sans se casser et on caractérise comment il peut s'étirer sans se casser. Et puis au fur et à mesure qu'on étudie le monde qui nous entoure, ben, on découvre qu'il y a des objets physiques qui, eux, consomment de l'énergie pour avoir des comportements particuliers. Et ça, au début, ben, c'est surtout les biologistes qui se mettent à les caractériser. Donc l'être humain, il consomme de l'énergie pour avoir des comportements bien particuliers, mais des cellules, par exemple, font la même chose. Et puis, ben, et finalement, Mais du coup, les... le feu, c'est de la matière active, du coup? La flamme dont tu parlais, parce que ça consomme Alors, de l'énergie et en même ouais, temps, ouais, ouais. le fait que ça consomme de l'énergie, ça va créer un mouvement qu'il n'y aurait pas eu si t'avais pas brûlé. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Là, on arrive un petit peu à la limite de définition, finalement, Hmm. de domaine de recherche, moi, je dirais, dans le sens où euh, comment, euh, comment le définir? Euh, euh, une- un domaine de recherche, c'est avant tout défini par le groupe de chercheurs qui s'associent à ce domaine de recherche. Et donc, on peut avoir parfois par exemple, on pourrait avoir deux domaines de recherche qui ont des définitions très similaires et qui pourraient
n'être qu'un seul domaine de recherche, mais historiquement, il se fait ils sont apparus de branches différentes et donc ils ont des noms différents, par exemple. Ça peut arriver. Ok. Et Oui. donc, je dirais que, par exemple, l'étude de la propagation de flammes ne va pas du tout être associée à l'étude de la matière active, alors que si on prend une définition très, très générale de la matière active, ça pourrait être le cas. Mais initialement, en fait, l'étude de la matière active, ça a plutôt émergé de l'étude du comportement émergent de beaucoup de particules qui interagissent les unes avec les autres. Et c'est assez bien ce qu'on voit sur ces images-ci, donc c'est même des films normalement. Voilà. Donc là, on a trois exemples de ce qui est historiquement considéré comme de la matière active. Sur le premier film, c'est en fait des cellules qui se déplacent d'elles-mêmes et qui vont avoir un déplacement particulier. Là, on voit qu'elles avancent dans le sens anti-horlogique. Elles vont avoir ce déplacement particulier parce qu'elles interagissent les unes avec les autres, parce qu'elles se poussent les unes aux autres. Ça, c'est de la matière vivante, mais en fait, on peut avoir le même type de comportement qui émerge dans de la matière qui a été créée artificiellement, typiquement dans des robots. Donc là, on voit des petits robots qui s'appellent des kilobots, euh, qui aussi, là, eh bien, bougent l'un par rapport à l'autre parce qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Euh, Là, ils sont en train de former une forme particulière parce que chaque robot peut parler à son voisin le plus proche et donc décider de se comporter d'une certaine manière. Et puis, on a un dernier exemple qui est l'exemple de l'être humain, euh, où là, ce qu'on voit, c'est le départ d'un marathon, simplement. Et ça, c'est un très joli papier par une équipe française, justement, qui a étudié comment est-ce qu'on peut décrire l'avancée de ces êtres humains au départ du marathon. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fronts de propagation de Ouais. marathoniens, en fait, dans la C'est foule. c'est- c'est Voilà. le c'est le même système que les comment ça s'appelle les embouteillages Ouais, ça en s'approche un petit accordéon peu de là ou je sais plus ce... comment ils s'appellent Ouais, ça. exactement. Ça s'approche un petit peu de ces études sur les phénomènes d'embouteillage en accordéon et des choses comme ça. Ouais, ouais, exactement. Alors t'as une question, c'est pointu, hein. D'ailleurs sur la gestion des foules, on le voit bien dans Alien Prometheus, où au centre des millions de personnes entourées d'une structure et pas de porte, mais des colonnes par deux en série quinconce et en effet, en réduisant le flux, cela évite les congestions. Ouais, exactement. Donc ça fait partie d'un sous-topic des études. C'est effectivement l'étude de la gestion des foules et du comportement des foules. C'est-à-dire, on a des petites particules qui sont des êtres humains qui doivent sortir d'un espace clos le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on design cet espace clos pour que ça se passe d'une manière efficace? Et ça, c'est des études qui sont, enfin, moi, je trouve de la recherche qui est très difficile à effectuer parce que finalement, l'être humain, ça peut être décrit comme une petite particule, mais c'est un système assez complexe. Euh, et donc, on arrive parfois, en termes de modélisation physique, on arrive parfois à des limites où c'est difficile de modéliser quelle va être la réaction d'un être humain par rapport à son niveau de stress. Donc, il y a Ouais, beaucoup de papiers, mais moi, je trouve qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à des modèles qui, euh, qui définissent enfin, qui créent des lois où on va vraiment avoir une efficacité énorme, à part évidemment la logique de il faut plusieurs points de sortie, ouais. il faut une densité de foule qui est pas trop grande, des choses comme ça. Attends, il y a Mais ouais, ça fait Bobinette partie de ces Chirac qui dit études. Fouloscopie fait de la vulga sympa sur la matière active. Donc Ouais, ouais, j'imagine. ouais. Tu connais du coup? Ouais, je connais un petit peu, ouais, effectivement. Ok, Effectivement, on ira regarder ça un jour. il y a plein de choses. Ouais, Fulloscopie, c'est sympa, ouais. Fouloscopie, je connaissais pas, c'est marrant comme nom, Fouloscopie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, pourquoi c'est pas. assez cool. Donc voilà, je dirais que ça, c'est des exemples très classiques de matière active. Et ce que je disais juste avant, c'est on peut un petit peu, on peut un petit peu étendre ces définitions finalement. Et moi, vraiment, la définition qui est importante pour moi, c'est vraiment cette notion de, on a affaire à un objet qui consomment de l'énergie pour avoir des comportements émergents qui sont assez uniques. Alors, si on reprend l'exemple du petit robot qu'on a là, ou même des trois exemples qu'on avait avant, on voit qu'en fait, ces robots, ils consomment de l'énergie pour se mouvoir. Et après, euh, chacun des petits robots se déplace. euh, Ces robots se déplacent tous ensemble, et donc on a un phénomène de masse, de déplacement en masse qui se déploie. On peut penser aussi euh, aux oiseaux ou aux bancs de poissons, par exemple, qui vont se déplacer en masse et qui vont avoir des comportements intéressants. Mais il y a
d'autres objets où cette approche en termes de matière active peut s'appliquer. Et le deuxième qu'on voit là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un ventricule cardiaque. Donc, c'est beaucoup de cellules cardiaques qui sont assemblées pour former un ventricule, donc, qui a une forme particulière. Et qu'est-ce qui fait ce ventricule? Ben, en fait, chacune de ces cellules se contracte, et donc l'ensemble de cette forme, l'ensemble de ce ventricule se contracte aussi. Euh, et à quoi ça sert de contracter un ventricule? En fait, ça sert à transporter le sang, justement, Ok. transporter du liquide. Donc là, c'est pas le fluide qui est matière active, c'est le Voilà, exactement. Dans ce cas-là, l'entourage. c'est pas vraiment le fluide qui est actif. Le fluide, c'est du sang qui va être classique. Mais par contre, on a un objet qui maintenant est formé un objet solide, qui va se contracter d'une manière active et qui va générer un écoulement. Et donc, étudier ce type de contraction et étudier comment ça génère des écoulements, ben, ça fait partie de domaines de recherche en matière active. Euh, et après, on peut aller encore plus loin euh, dans ces études et dire, voilà, euh, euh, alors là, il va falloir utiliser les bons mots pour ce dernier exemple. Finalement, en mécanique, quand on décrit le comportement d'un objet solide, ben, on a une compréhension assez fine de l'ensemble des forces qui peuvent avoir lieu au sein d'un solide pour définir ses propriétés. Donc généralement, un modèle qui est très utilisé, c'est le modèle d'élasticité, qu'on peut voir comme un modèle de ressort. Donc si j'ai un objet et que je tire dessus, eh bien la force sur l'objet va évoluer comme son module de rigidité fois le déplacement linéaire la déformation linéaire de l'objet. Donc il y a plein de forces qui ont lieu au sein des solides qui sont bien déterminées, mais ces forces finalement, bah, elles émergent d'interactions passives. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans un objet solide si les interactions, elles sont actives? Et là, on peut avoir des cas de figure qui sont assez étonnants. Et ce film que vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est un solide, alors un peu particulier, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qu'on excite, donc qu'on frappe d'un côté pour voir comment des ondes se propagent dans ce solide. Et les couleurs, ça correspond à l'amplitude de déformation du solide. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que quand on excite ce système, il y a une onde qui se propage, mais cette onde, elle se propage uniquement sur le bord du En solide, surface, ouais. Alors en j'ai une surface. Ouais. question. Ce qu'on voit là, c'est une simulation ou c'est un vrai solide qui C'est existe? un vrai solide. Ok, Voilà. ok. Euh, Alors juste peut-être c'est un peu long, c'est peut-être pour ça que tu l'as pas dit, mais comment on fait un solide avec voilà. Alors, j'ai dit c'est un vrai solide, et c'était évidemment un piège. D'accord, Euh, le mec ment. c'est ce que On nous, nous ment. c'est ce que nous, on va appeler un solide, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? En fait, on voit plusieurs cellules unitaires qui semblent toutes identiques et qui semblent être présentes sur un lattice. Mhm. Il va y avoir un mot en Une français pour ça. pas une matrice, un lattice, c'est une échelle? Parce que lattice c'est anglais, hein. Lattice c'est Ouais, une lattice c'est grille, sur une anglais, grille? pattern c'est anglais, sur une grille, on peut Ouais, dire, sur une ouais, voilà, grille. qui sont établis sur une grille avec une répétabilité donnée. Oui, ils sont en forme Voilà, hexagonale là, on voit. voilà. Donc voilà, et ils sont connectés les uns aux autres, donc finalement ils forment un solide, on peut le dire. Mais en fait, c'est un objet qui est macroscopique. Donc chacune des cellules ici, elle doit faire plusieurs centimètres. C'est pas un atome. D'accord. Ok. C'est vraiment un objet macroscopique. Euh, et en fait, bah, ce type d'étude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une cellule unitaire intéressante qui peut avoir une taille importante, mais ensuite elle en met beaucoup ensemble. Bon, là, je ne les ai pas comptés, mais il y en a un certain nombre ensemble, mais de manière, sur un lattice, sur une grille, de manière à former un objet macroscopique qui, sur lequel on peut mesurer les propriétés d'un solide. Alors évidemment, euh, là, il y en a un certain nombre, on va dire 40, mais rien n'empêche d'en avoir étudié 100, 200, 300, 600, à part le fait que ça prend du temps en laboratoire, puisqu'elles sont sur une grille, on peut en rajouter autant qu'on veut, on va garder les mêmes propriétés qu'on étudie. C'est toute l'idée de la définition du solide, c'est de dire, ben voilà, ce solide, il est créé de petites cellules unitaires, mais on pourrait en mettre à l'infini, ces cellules unitaires, et on garderait les propriétés qu'on étudie. C'est pour ça que nous, on appelle ça un solide. Euh, et dans ce solide, on va étudier des propriétés qui sont uniques. Euh, Et donc là, la propriété unique, c'est que cette onde, elle se propage uniquement à la surface du solide plutôt que son sein. Oui, c'est assez impressionnant, ouais, c'est marrant. Voilà.
Mais évidemment, euh, il y a cette approche en termes de cellules unitaires qui est critique pour réussir à former ces systèmes-là, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle, ou en tout cas on est très limité à le faire à l'échelle microscopique, euh, parce que ben, ça demande de mettre en place des interactions qui sont vraiment Très petite. bah, C'est voilà, sur des qui échelles de émergent, taille très voilà, petites. qui émergent d'une compréhension théorique, mais qui serait très très difficile à mettre en place à l'échelle microscopique. Mais on peut y revenir plus tard parce que je vais parler de cette approche Oui, plus parce tard aussi. que Lord Jibus, il se disait, et du coup, enfin, avant que tu dises que c'était des trucs macroscopiques, il se demandait Ouais. du coup, c'est quoi? C'est avec des aimants que vous auriez fait? Et je me suis dit, ça, c'est un truc que je m'étais dit aussi quand t'as parlé, je me suis dit, peut-être qu'avec du magnétisme, c'est un truc où on peut faire quand même Mhm. des trucs assez petits. Mhm. Et donc, Ouais, ouais. effectivement, moi, je m'étais dit, peut-être c'est un truc magnétique, effectivement, mais j'étais Eh ben, pas. c'est pas tort parce que dans ce champ de recherche-là, il y a effectivement ce genre de solide qui est étudié en ajoutant des interactions magnétiques au-delà d'interactions purement solides. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà. Et je pense que bon, ce qu'on peut faire peut-être à partir de cette introduction, c'est demander aux gens qu'est-ce qui les intéresse plus, le cas du ventricule qui se contracte ou le cas des petites particules là Alors, qu'est-ce que qui vous ont des préférez? comportements étranges. Des vrais fluides dans le vivant ou des solides bizarres qu'on essaye de créer mais on n'est pas sûr qu'on arrive à les créer suffisamment petits. Bon, les gens, je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens ce soir-là. Bon, il y a 6 personnes sur le stream là, mais il y a que Lordibus qui parle. Mais bon, ça va, Lordibus il parle beaucoup donc ça va, ça rattrape un petit peu. Ça va, ça va. Mais euh, mais du coup, alors bah du coup Lordibus, qu'est-ce que tu préfères? On fait fluide transport ou dynamique respawn des solides? Solide bizarre, il dit. Allez, on Solide se lance bizarre. là-dedans. Alors, on va commencer ici alors. Donc c'est le même slide, mais on va sauter directement au slide suivant. Euh, alors, donc l'idée, c'est vraiment la suivante. L'approche, elle est d'abord très théorique en fait. C'est de dire, voilà, qu'est-ce que je peux imaginer comme interaction au sein d'un solide qui serait hors équilibre, donc qui consommerait de l'énergie et qui créerait des comportements dans mon solide qui sont uniques. Euh, et, euh, et puis après, on pense à intégrer ça à des systèmes expérimentaux pour montrer que ça existe vraiment euh, en laboratoire. Euh, donc, ce qu'il nous faut finalement, la manière dont on pense ces expériences-là, c'est comment? Ben, on dit, voilà, je vais construire une cellule unitaire qui a un comportement particulier, ou en tout cas qui interagit de manière particulière avec ses voisins, et puis je vais en mettre plein ensemble de manière à créer ben, un solide euh, qui, si je mets assez de cellules unitaires ensemble, formera quelque chose de continu. C'est la même idée de dire, ben, voilà, les atomes mis ensemble forment un solide à l'échelle continue quand on a assez d'atomes qui sont ensemble. Et L'Archibus donc, je demande peux vous montrer. hors équilibre, c'est ça qui produit de l'énergie, style un animal à trois pattes. Alors je vois pas le lien avec un animal à trois pattes. Ah, mais il y a un lien très clair pourtant. D'accord. Regarde, Eh oui, je le vois pas. voilà. Donc Ça, c'est là, mon slide suivant. Donc ça, par exemple, ça peut être un objet qui est en comportement hors équilibre. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Donc là, on voit l'image sur la gauche. Ça, c'est un jouet qu'on peut acheter sur Amazon. ok. Jouet très très simple. Donc il n'y a pas d'échelle ici, mais grosso modo, ça fait cette taille-là, là, quelques centimètres. Euh, nous, on appelle ça un petit cafard. C'est un bout de plastique qui a des pattes et qui, quand on l'allume, se met à vibrer. Et donc, quand il vibre, il rebondit sur ses pattes et donc il avance. Ok. Donc, finalement, c'est un peu similaire au robot que je vous montrais précédemment, euh, qui se déplaçait là et qui Mhm. interagissait les uns avec les autres, sauf que c'est un robot vraiment très très bête. C'est-à-dire qu'il vibre et il avance au hasard euh, autour de lui. Ok. Donc, ce que je peux déjà dire, c'est que, par exemple, il y a des gens qui ont étudié des phénomènes de matière active avec ce robot très très bête. Parce que voilà, c'est un objet qui se déplace, on peut en mettre plein ensemble. Ils vont, interagir les uns avec les autres en rentrant en contact et on peut avoir des phénomènes de matière active qui sont très intéressantes. Mais ici, ce qu'on veut, nous, c'est pas
c'est pas étudier la matière active classique comme on l'entend, mais c'est plutôt étudier des solides actifs, justement, des solides qui ont une interaction avec équilibre. Donc on veut prendre ce robot, on veut en mettre plusieurs, mais on veut plutôt avoir un solide, autre chose. Et donc ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a pris des bouts des morceaux de caoutchouc, que vous voyez sur l'image qui est ici à droite, et on les a attachés ensemble, ces robots. Ok, donc vous Euh, avez et créé des donc interactions, voilà, pas donc là, que qu'est-ce qu'on a sur cette contact. image? Finalement, bah, si les robots sont éteints, on n'a rien d'autre qu'une tige élastique. Donc les robots ne bougent pas. Je peux tirer sur la tige élastique, ça va définir un module d'élasticité, donc si c'est plus ou moins résistant quand je tire dessus, si c'est plus ou moins difficile à allonger. Et c'est tout. Donc ça, c'est, on va dire, un objet élastique très classique. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, nous, ben, c'est ajouter, enfin, avoir des cellules qui consomment de l'énergie pour ajouter des interactions dans ce solide. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est d'allumer chacun des robots et de regarder ce qui se passe. Et donc ça, c'est le film Alors qui est là, en les bas à robots, j'ai une gauche. question sur ces robots. Ils Ouais. avancent toujours tout droit ou ils reculent ou... Alors, la manière dont ils avancent, je crois qu'on a à nouveau le film ici en haut. Parce que là, j'ai l'impression que ça En avance tout fait, tu droit quand vois, même, mais... ouais, il vibre. Donc en vibrant, il va rebondir sur ses pattes. Ses pattes, elles pointent vers l'arrière et donc ça va le faire Ouais, avancer tout d'accord. droit. D'accord? Tout droit, pas parfaitement, c'est-à-dire que ça rebondit jamais Parce que les exactement. pattes là, c'est des euh, ressorts en fait, c'est des mini-ressorts. Oui, c'est un petit bout de caoutchouc, donc ça se déforme assez facilement. Ouais. Mais si tu veux, voilà, il rebondit pas de manière parfaite non plus, donc il va un petit peu bouger n'importe comment. Et donc en fait, si tu le laisses sur un temps long, il va pas aller dans une ligne droite parfaite, Hmm. mais il va avoir tendance parfois à tourner légèrement vers la droite ou légèrement vers la gauche. Voilà. Parce que je voyais sur la photo là qu'il y en a qui se font face, d'autres qui... Alors oui, Donc c'est pardon, pour ça que du coup je me demandais... c'est une photo plutôt artistique que scientifique, parce D'accord, que dans l'expérience que je vais te montrer, ils pointent tous dans la même direction. d'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on a ici en bas à gauche. Euh, et donc là, je lance le film. Et donc là, on a ces tiges élastiques dans lesquelles on a allumé les robots. Alors la tige élastique, elle est attachée dans Ouais, il y son en a un qui est scotché bout là. là. Voilà, il y en a un qui est scotché. Et puis, on touche vraiment pas le système, quoi. Ce qui se passe, c'est que C'est marrant, on a le l'impression système qu'il y se a, contrôle lui-même. il s'est mis en oscillation là. Exactement. Donc c'est ça qu'on observe. C'est que il se met à osciller. Donc il va osciller de manière infinie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie dans les robots. Et non seulement donc il oscille de manière auto-entretenue, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment caractériser l'amplitude à laquelle il oscille et la fréquence Mhm. à laquelle il oscille, vraiment en fonction euh, des interactions, donc des forces actives qu'il y a au sein de ce solide. Euh, Donc vous avez alors, je sais pas changé si... la raideur des liens entre Exactement. les... C'est Ok. exactement ce qu'on a fait. Donc, on peut contrôler l'épaisseur ici du lien élastique, la rendre plus épaisse. On peut aussi rendre ces robots, enfin les faire vibrer plus ou moins fort. Mhm. Donc ça va changer la force active qu'ils intègrent dans le solide. Et ça va vraiment contrôler la manière dont cet objet va se déformer, quoi. Et donc pour nous, bah, c'est un très beau modèle de solide actif, c'est-à-dire qu'on a euh, d'un côté la partie passive, c'est-à-dire l'élasticité classique d'un objet passif, et puis d'un côté la partie active, c'est-à-dire la force appliquée par chacun de ces robots. Et ça nous permet de créer un modèle euh, et de caractériser un comportement qui est un comportement qu'on ne peut pas du tout voir dans un solide passif. C'est-à-dire qu'un solide passif ne va jamais se déformer de lui-même sans qu'il y ait de force extérieure qui soit Mhm. appliquée sur le système, quoi. Oui, oui, Donc bien j'ai sûr. même des petits graphes, mais je pense que les graphes, c'est des choses qui sont pas intéressantes pour ce soir. Mais grosso Ouais. modo, voilà, là on a l'amplitude de déformation, là on a la fréquence de déformation. Et là, on a un nom un peu pompeux, là, euh, nombre élastoactif, mais grosso modo, c'est exactement ce que tu disais, on caractérise, c'est un nombre sans dimension où on compare l'élasticité de l'objet, pardon, l'élasticité de l'objet et la force active dans le Oui. système. Et donc on On voit qu'on comprend peut... bien que plus c'est élastique, plus ça va se déformer. On Ouais, voit la plus c'est élastique, croissance, plus ça va quoi, être facile de se de se déformer, déformer. Donc ça, exactement. Ouais, voilà, ouais. c'est le corollaire, c'est que si tu mets une barre complètement rigide, bon bah, Exactement. Donc il se passe plus rien, quoi. là j'ai pas l'exemple de la manip, mais si on met un élastique très épais, même si on allume les robots, bah, ça reste droit et ça se déforme pas, quoi. Pas Ouais. du tout. Il y a Lordibus qui dit ça dans une artère pour poser un stand, ça doit être bien pratique. Je sais pas.
Alors, après, c'est un point qui est super intéressant, c'est de dire, bon, bah là, on a fait vraiment une expérience macroscopique, quoi, hein. C'est-à-dire Hmm. que ça fait plusieurs centimètres. Donc là, on a une tige qui fait une dizaine de centimètres. Et la question, c'est, mais est-ce que ces expériences macroscopiques, ça peut éventuellement servir à comprendre bah, des systèmes vivants qui ont des comportements peut-être similaires? Parce que nous, on voit pas la pose d'une stent. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est un flagelle. Oui, Donc, les gens peuvent penser par exemple aux spermatozoïdes qui se déplacent à l'aide d'un flagelle. Nous, c'est ça qu'on a vu en premier, quoi. On s'est dit, mais attends, mais cette oscillation, elle ressemble vraiment à un flagelle. Alors, celle-là, elle est de très forte amplitude, mais vous pouvez imaginer qu'une oscillation d'un peu plus faible amplitude, ça correspond un peu plus bah, à disons que si comment un tu as flagelle. un système qui n'est plus fixé mais qui peut avancer lentement, tu peux Ouais, dire que du voilà, coup tu auras moins d'oscillations, des oscillations de moindre voilà, amplitude et qu'une partie de l'énergie exactement. servira justement à pousser. Ouais, exactement, exactement. Et alors, il n'y a pas que des objets qui veulent se déplacer à l'aide de ces flagelles, mais il y a aussi plein de cils dans le corps humain. Ça va Hmm. être justement des cils qui se déforment d'eux-mêmes, qui vibrent, enfin, oui, qui oscillent au cours du temps. Par exemple, pour déplacer le mucus dans votre corps, hein, ça va être beaucoup de cils qui va pousser le mucus de manière, enfin, qui va pousser le mucus au cours du temps. Euh, et donc nous, c'est des questions qu'on s'est posées. On s'est demandé, ben voilà, est-ce qu'on peut peut-être aider à résoudre des questions liées à ces études microscopiques ou microscopiquement, ben, on n'a pas vraiment accès. Il y a plein de choses qui sont difficiles à mesurer. Typiquement, ben, cette idée de force active dans un flagelle ou dans un cil, c'est pas super facile à caractériser. Nous, finalement, on a des modèles qui marchent bien parce qu'on peut vraiment tout contrôler. Oui. Et la réponse, ben, c'est qu'on est quand même finalement assez éloigné de ce système vivant pour cette expérience-là en particulier. Mais on peut quand même avoir des petits résultats qui sont rigolos. Donc, par exemple, si je parle des cils qui permettent de déplacer le mucus, une grosse question, euh, une grosse question dans le domaine, c'est de dire, ben voilà, ces cils, on voit qu'ils se déforment de manière synchronisée Hmm. les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ça génère de l'efficacité. Euh, et beaucoup de gens se disent, ben voilà, ces cils, ils se synchronisent parce qu'ils sont tous plongés dans le même liquide. Et donc, vu qu'ils poussent tous le même liquide, ils doivent se ressentir l'un l'autre. Et au final, ils finissent par se synchroniser C'est au quoi sein du déjà le nom liquide. de ça? C'est oscillation quand on connecte deux oscillateurs qui du coup vont se synchroniser. Parce que c'est un peu ça, ils se sont connectés par le liquide, tu dis, donc du coup ils se synchronisent vis-à-vis de ça. Ouais, ouais. Mais C'est là, quoi? donc, c'est J'ai vraiment pas avec le des nom là. interactions hydrodynamiques, si tu Hmm. veux, pas des interactions élastiques. Oui, oui, je comprends bien. Mais les gens, voilà, il y a beaucoup de débats dans ce domaine en disant, mais c'est bizarre parce que si on considère juste des synchronisations hydrodynamiques, bah, tout ce qu'on observe fonctionne pas bien. Ok. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose qui génère la synchronisation? Et nous, ce qu'on a fait avec notre petite manip, c'est qu'on a justement mis un lien élastique entre deux de nos cils, deux de nos flagelles. Et ce qu'on montre, en fait, c'est que bah, ça peut permettre de synchroniser aussi euh, le battement des flagelles. Grosso modo, si le lien élastique, là, il est vraiment très, très facile à déformer, donc qu'il y a, il y a pas un, très gros, un lien très, très fort entre les deux cils, et ben, il n'y a pas du tout de synchronisation. Et puis quand il y a un lien avec une rigidité bien plus haute, là, on se met à synchroniser le battement des cils. Et, euh, et ça, ben, c'est peut-être une ouverture justement sur ces études en biologie, parce que bah, évidemment, ces cils, ils sont tous connectés euh, à un tissu cellulaire. Donc a priori, ils doivent aussi interagir mécaniquement et pas que hydrodynamiquement. Hmm. On montre qu'effectivement, ça marche. Si on est connecté que mécaniquement, on peut aussi synchroniser, il n'y a pas trop de Oui, problèmes. ok. Voilà. Donc, bon, voilà, ça c'est un exemple de choses qu'on fait sur ces solides actifs, hein, mais c'est pas du tout la seule manière de créer un solide actif. Et d'ailleurs, ça, c'est une toute petite partie des recherches qu'on a effectuées. Oui, parce que là c'est très Euh, différent de ce que tu nous avais présenté au départ qui voulait être un solide. oui, voilà. Ici, bon, on parle de solide parce que on aime bien théoriser des comportements et que on peut dire que c'est une sorte de poutre élastique avec une force active, mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout un solide actif qu'on va utiliser parce que bon, c'est pas du tout pratico-pratique et il n'y a pas du tout non plus de fonctionnalités émergentes qui sont intéressantes dans une application, quoi. C'est-à-dire que
C'est juste une curiosité scientifique qui est intéressante. Mais on peut créer des systèmes qui sont plus intéressants. Et j'ai un exemple qui va arriver là. Bon, bah, c'est un peu passé, je crois. C'est un petit peu. Je vais montrer directement l'objet, peut-être. Je vais montrer directement l'objet plutôt que de papoter sur des détails. Ah oui, donc Donc, ça c'était une des photos que j'avais vues sur ton site. Ouais. ah oui, voilà. Donc ça Donc, on va c'est un peu le s'intéresser. même solide que tout à l'heure du coup? Ça- Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a effectivement six cellules unitaires qui sont connectées les unes aux autres. Et ces cellules, euh, bah, ça peut être vu comme un petit robot en fait, parce que, alors, ça se voit un petit peu difficilement, mais en bas, on a vraiment des micro-ordinateurs qui contrôlent des Mhm, comportements. C'est un peu un robot parce qu'on a des microcontrôleurs, mais c'est aussi un peu insolite parce qu'on voit ici une tige bleue qui est vraiment un élastomère donc qui génère une interaction élastique dans le système. Donc si j'éteins tous mes robots, j'ai vraiment un Tu objet tires que je sur peux un et il y en a déformer. les autres qui viennent quoi. Voilà, exactement. Mais en même temps, si j'allume mes robots, j'ai des comportements un peu particuliers. Donc si j'allume mes robots, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un truc assez similaire à ce qu'on voyait avec la tige unique. J'ai le système qui se met à osciller de lui-même au cours du temps, indéfiniment, tant que j'ai assez de batterie dans mes robots. Mhm. Alors, on va dire que euh, c'est c'est un élément fortuit que le film que je vous montrais précédemment, ça oscille lui-même au cours du temps, et que ce film aussi, ça oscille aussi lui-même au cours du temps, parce que les interactions mécaniques qu'on a programmées dans ce robot, elles sont complètement différentes de ce que je vous montrais avant. Mhm. Donc, c'est pas du tout la même théorie derrière, mais finalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un système un peu similaire qui va ben, se déformer lui-même et avoir ses propres comportements. Mais maintenant, c'est peut-être un système ben, qu'on peut un peu plus facilement étudier que ces tiges élastiques que je vous ai montré précédemment. Alors, peut-être qu'il y a quand même une série de questions qui émergent sur ce film parce que mes explications restaient assez vagues jusqu'à présent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quoi? On a des cellules qui sont les mêmes, qui sont connectées les unes aux autres, euh, et on dirait que l'objet est posé sur une table. Mhm. Alors nous, ce qu'on veut étudier, c'est comment cet objet se déforme de lui-même. Donc, s'il y a énormément de frottement sur la table, ça ne nous intéresse pas du tout, parce qu'on ne veut pas caractériser ce phénomène de frottement, on veut vraiment caractériser comment l'objet se déforme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au Une question laboratoire? sur coussin On d'air. s'est voilà, on s'est inspiré de nos après-midi au café en extérieur euh, et des, euh, et Les des concours de jeux là palettes. sur coussin d'air, voilà, de palette pour créer au laboratoire une table sur coussin d'air. Donc cet objet, il évite sur une fine couche d'air et donc on n'a aucun problème de friction. Donc ça Mhm. nous arrange bien. Comme ça, on peut vraiment étudier comment il se comporte. Euh, et évidemment, bah voilà, pour le moment, c'est un objet purement 2D, il n'est pas 3D parce que ça, c'est plutôt en Mhm. matière technique, c'est assez difficile de réaliser. Alors, on commence à le faire, mais j'ai pas trop de films, mais c'est assez difficile de réaliser un objet comme ça en 3D. Mais Mais bon, disons 2D, c'est que déjà pas faire le mal. solide ça doit être ok, mais créer du mouvement Ouais, dans le truc du milieu pour lui dire vas-y toi tu voilà. bouges. Exactement. Euh, Non seulement je dirais que c'est déjà pas facile de créer l'objet en 3D, mais si en plus il faut le caractériser, là ça devient vraiment compliqué, quoi. Donc vu que nous on veut quand même sortir des modèles qui caractérisent ce qu'on observe, on s'est dit qu'on n'allait pas se tirer une balle dans le pied. On a ouais. la chance un petit peu dans ce domaine de recherche, on va dire, de designer nos sujets d'études. Et donc parfois on se permet de simplifier nos sujets d'études, on va dire. Oui, tout comme le premier que tu nous as montré, tout premier celui que tu nous as montré, Ouais. j'imagine qu'à modéliser ça, ça devait pas être trop dur. Non, non, exactement. Exactement. Euh, Parce que donc, bon, t'avais des ce, hexagones et puis tu connaissais les interactions entre Voilà, chacun. on connaît les interactions élastiques entre chacun, et en gros, le petit cafard qui pousse, on modélise ça comme une force suiveuse, pour ceux qui savent, euh, et, euh, et on a ce genre de comportement. Donc oui, donc voilà, alors là, je vous montre 6 cellules unitaires, mais évidemment, on peut ajouter plus de cellules unitaires. Là, on a un objet bah, qui se déforme de manière un peu plus complexe, mais finalement, c'est le même comportement que ce qu'on voyait précédemment. Alors là, il n'est pas sur batterie, donc il y a un petit fil Oui. qui vole sur le côté. Euh, c'est un petit peu moins joli sur le film, mais ça permet de s'assurer qu'on apporte la même quantité d'énergie exactement à chaque cellule unitaire en Hmm. permanence. Donc, c'est important. Et puis on peut commencer à dire, bon voilà, c'est un solide qui a des comportements un peu rigolos quand je le déforme.
Et on peut commencer à se dire, bah, est-ce qu'on ferait pas un petit peu de mécanique des solides et qu'on caractériserait les propriétés de ce solide? Et il y a une phrase qui m'a, moi, beaucoup marqué pendant mes études d'un professeur qui m'a dit, euh, pour un chercheur, caractériser euh, euh, le comportement d'un solide, c'est avant tout frapper dessus et regarder comment il réagit. On met des Et contraintes et donc, puis on voit comment il réagit. voilà, ça nous a pas mal ça nous a pas mal inspiré pour la première série d'expériences qu'on a fait sur l'objet, où on s'est dit, bah, on va juste l'envoyer contre un mur et on va regarder ce qui se passe. Alors dans cet objet, je vous disais que il est un peu plus avancé que le premier que je vous montrais parce que c'est vraiment des microcontrôleurs qui sont dedans, donc on peut contrôler la quantité d'énergie que consomme chacune des cellules unitaires. Et donc par exemple, le fil du milieu, ce qu'on dit, bah, c'est qu'on dit au moteur, enfin aux cellules unitaires, aux petits robots, ne consommez pas d'énergie, donc finalement ne faites rien. Laissez l'élasticité de l'objet euh, jouer son rôle. Et donc ce qu'on va faire là sur le premier film, c'est l'envoyer contre un mur. Bah, c'est un cercle qui impacte un mur et puis qui rebondit. Donc c'est un peu comme un ballon en 2D, si vous voulez. On l'envoie contre un mur, il va, On il va se retrouve déformer, globalement ce qu'on s'attendait à voilà. voir de la part d'un solide Parce que l'objet est élastique. élastique, il va rebondir. Ouais. Et puis ce qu'on peut faire, c'est euh, ensuite plutôt étudier le système quand il consomme de l'énergie, quand il est actif. Alors, puisque j'ai un peu sauté des étapes dans la description du système, ça ne va pas forcément vous parler si je vous parle d'activité positive ou d'activité Oui, j'allais te négative. poser la question, je me suis dit, alors c'est quoi du coup la différence? Ouais. Alors, la manière simple de le décrire, alors, on va décrire l'interaction parce que ça peut être intéressant. Donc, on a dit précédemment que le modèle le plus simple en mécanique des solides, c'est un ressort. Donc, j'étends mon ressort et je crée une force qui est linéairement proportionnelle à sa rigidité et, euh, et à la déformation du ressort. Et évidemment, cette loi, elle est valable si j'étends mon ressort sur la gauche Oui, ou si j'étends mon ressort sur la droite. D'accord? Et nous, ce qu'on a fait dans cette expérience, en fait, c'est un truc très simple, c'est qu'on a créé une loi d'interaction où le ressort qu'on a en main, il n'a pas la même rigidité si je l'étends vers la droite ou si je l'étends vers la gauche. ok. Voilà. Et pour avoir ça, on peut démontrer que ça demande à consommer de l'énergie. Voilà. Ça ne Oui. peut pas exister si Dans on ne la consomme pas nature, il y a d'énergie. une règle de symétrie qui fait que bah, c'est un Voilà, peu la exactement. troisième loi de Newton, quoi, un peu. C'est un peu la troisième loi de Newton. Voilà. À peu de choses près, c'est ça. Alors, il y a Lord Gibus qui dit sadique et qui espère qu'aucun robot n'a été maltraité dans la réalisation de ses films. Alors effectivement, nous, ça nous arrange pas trop quand les robots cassent, donc on essaye d'être sympa avec eux. Ouais. Doucement. On essaye d'être sympa avec eux. Et on remarquera que là, ils ont des petits, euh, Oui, il y a des une petites double protections, élasticité. voilà, pour être sûr que si on impacte sur le mur, on se blesse pas trop quand même, parce que c'est ennuyeux. Et d'ailleurs, Voilà. il parlait d'un truc, vu que je t'ai interrompu, je Ouais, ouais, continue. vas-y, vas-y. Je sais pas si c'est partie de ça ou pas, mais il disait qu'il parlait ça lui faisait penser à une expérience de la NASA pour récupérer des satellites. Et les stabiliser en 3D, il pensait utiliser au début des roues d'inertie ou des fusées, et qu'en fait, il y a des jeunes qui ont dit, mais attendez, on peut utiliser des bras qui seraient sur le satellite final et qui pourraient partir en rotation opposée ou synchrone, suivant les... Je sais pas si ça te dit Ouais. quelque chose. Ça me dit pas grand-chose. Enfin, ça me dit, ça, je connaissais pas l'histoire, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas inspiré de ça. Mais je dirais que c'est assez bien connecté, ouais. Que ce genre d'idée, c'est assez bien connecté avec ce que nous, on a en tête, ouais. Oui, eux, du coup, si je comprends ce qu'il dit, en fait, leur matière active, c'est par la création de moments d'inertie, de Mhm. rotation, un truc comme ça, j'imagine. Ouais, ça C'est doit vrai être que quelque ça, chose j'y avais comme pas ça, ouais. pensé. On a pensé au magnétique, là, mais c'est vrai que faire tourner ou ne pas tourner des petites toupies à l'intérieur, bah, Mhm. c'est vrai que ça peut donner Ouais, des changements dans les mouvements. Ok, ouais. pardon, Bah pardon. alors, non, 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 mais c'est très bien, hein, on peut rebondir là-dessus, hein. Le tout premier film que je vous ai montré, où on a parlé de ces idées de solide actif, là, fait de cellules unitaires, c'est un système gyroscopique. Donc, Ah, donc c'est ça. Oui. on a des rotations partout dans le système, ouais. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on utilise dans ce domaine-ci, ouais, ouais, exactement. Là, c'est pas ce qu'on utilise, Oui. mais on a des comportements qui sont quand même rigolos. Donc, maintenant, j'ai de l'activité dans le système et on voit que je rebondis pas du tout de la même manière. Euh, je change le signe de l'interaction dans mon interaction et je rebondis de Attends, l'autre attends, côté. faut que tu le relances parce qu'il y a ta tête dessus. Euh, Parce que...
Pardon, pardon, Parce pardon. que j'essaie de bouger ta tête pour qu'on voit Ah tout, oui. mais... Donc Alors, vas-y, relance le dernier, juste celui de droite, c'est les atomes attends, intérieurs. d'abord, je fais passif. Voilà, ça rebondit droit. Tout se passe bien. On est habitué à ça. Puis, je vais mettre de l'activité dans mon système. Donc, positif ou négatif, c'est juste la direction de la symétrie que j'ai mis dans mon ressort. Et maintenant, mon objet qui est complètement symétrique se met à rebondir de manière asymétrique. Et oui, Et ça va dépendre du signe d'interaction que je mets dans le système. Donc, ça rebondit d'un côté donc ça rebondit de ou l'autre. de l'autre. Voilà. Oui, parce qu'en gros, Et on a plus tiré d'un côté que de l'autre, et donc du coup, c'est parti... voilà, exactement. Ça vient pas de la forme de l'objet, parce qu'on pourrait imaginer lancer un objet contre un mur qui a une forme asymétrique et avoir ce genre de comportement. Mais là, ça vient pas du tout de la forme, ça vient vraiment de l'interaction qui est au sein de l'objet. Mais du coup, pour avoir Euh, ça, il te faut avoir une interaction qui soit pas... C'est-à-dire que tu glisses pas sur ta paroi, ça veut dire que ta paroi, t'as quand même des ouais, frottements au niveau ouais, du bas. ouais. Les frottements sont importants. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, dans ce qu'on a caractérisé, on a fait tout pour qu'il y ait vraiment 100% de frottement et qu'il y ait zéro glissement. Ouais, ouais. Ouais, là, c'est important. Exactement. Euh, donc voilà, bah, grosso modo, et pour des chercheurs comme nous, c'est excitant de dire on a créé un objet qui peut avoir a priori n'importe quelle forme et où on peut contrôler l'angle de rebond de l'objet simplement en contrôlant un seul paramètre dans le système qui est ce paramètre d'activité, quoi. Hmm. Et la manière généralement euh, dont on essaie de l'expliquer, c'est de dire ben, c'est un peu comme une balle de tennis qui transformerait un débutant en expert, quoi. C'est-à-dire que on peut créer des effets de top spin, mais on n'a pas besoin de calculer à quel angle on va mettre la raquette On tape juste et comment on doit dessus et c'est frapper elle la balle. On qui, tape dessus et c'est c'est elle elle qui qui fait décide les de faire lifts les et effets, tout. quoi. Pas mal. Voilà. Et le truc, c'est que évidemment, là, je vous ai montré une balle en 2D, mais nous, on crée des matériaux. Donc, on peut créer des matériaux de n'importe quelle forme, à n'importe quelle taille, et on devrait garder cet effet. Donc là, on en a plus, je crois qu'avant, on en avait 12, maintenant, on en a 120 ici de cellules unitaires qui sont mis sur une grille hexagonale. Et on peut faire le même genre d'expérience. Donc maintenant, j'ai plutôt un mur qui serait passif ou actif et un objet qui est passif que je peux envoyer sur mon mur. Et on a à peu près le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que si j'envoie sur ce mur passif mon objet, Il va y avoir une bah, il va réponse. rebondir de manière Ouais. classique. Euh, Il y a une symétrie comme Tandis que si ça. j'envoie sur mon objet de manière active, il va se déformer de manière asymétrique. On voit il entre un petit peu en rotation. Et puis qu'il va pousser avec un certain angle euh, cet objet qui est impacté. Et ça, c'est vrai C'est de n'importe où que très j'impacte mon objet. contre-intuitif. Oui, 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 c'est C'est assez fou. ben, parce qu'on a l'habitude de voir finalement des solides passifs. Et donc, on sait comment des solides Bah passifs oui, se comportent. Et puis là, dès qu'on change les interactions de ces solides, ben, ça crée des mouvements qui sont complètement différents, quoi. les mecs vont être payés pour tricher au tennis. Le tennis face, il va pas comprendre ça. Tu sais, des fois, ils ont des rebonds bizarres parce qu'il y a le sol, il y a rien dessous ou un truc comme ça. Ouais, Et là, en fait, ouais. toi, avec ta télécommande, tu dis hop, allez. Hop là, on va à gauche, on va à Bon, droite. faut encore faire le matériau, quoi, mais ah bah, Ouais, écoute, quand ce exactement. sera fait, Donc on en c'est... discutera. Peut-être qu'on pourra lancer un petit truc sur des paris sportifs ou. Ah, on peut s'arranger, on peut s'arranger. Mais on voit tout de suite ici l'une des étapes difficiles de ces études, c'est que, alors nous en laboratoire, parce qu'on est le premier pas en avant vers ces études, bah c'est important pour nous de faire des études vraiment macroscopiques où on utilise des petits microcontrôleurs pour faire ces objets parce que bah, miniaturiser ces interactions, ça va être des années, voire des dizaines d'années de développement, quoi. Et donc c'est Oui, carrément un autre métier vous finalement. posez la base Voilà. du truc et Ouais, après, faudra aller ouais, plus ouais. loin quand la base sera Exactement. bien établie, quoi. Parce que sinon, on sait Exactement. pas trop où regarder, j'imagine. Ouais, 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 exactement. Donc, mais bon, ça fait partie des idées qu'on a en tête. Et alors bon, là on parle de l'application du tennis, évidemment, c'est pas le truc le plus direct qu'on peut imaginer, mais nous, on a... Alors, le truc qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est que, bon, là, je vous ai montré les robots sur la table plate. Cette table, on peut un petit peu la pencher avec un certain angle aussi. Donc, le robot va glisser sur la table et puis il peut toucher un mur. Euh, euh, mais on sait que ce robot, il oscille lui-même. Il se déforme de lui-même au cours du temps. Donc ça, en fait, ça lui permet de se mouvoir. Donc là, la gravité pointe un peu vers le bas, mais maintenant, cet objet, il se déplace par lui-même.
Alors, généralement, ce que j'aime bien dire, même en présentation scientifique, c'est que peut-être que c'était la pire idée du monde parce qu'on a fait des années de développement pour ce Pour inventer la robot-là, roue. pour inventer la roue exactement. Mais Comment pourquoi est-ce inventer qu'on la a roue? fait ça? Ça n'a aucun sens. On a passé des années à étudier cet objet pour juste réinventer la roue. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors non, Une roue qui ça a du rebondit sens. bizarrement en plus. C'est-à-dire que là Déjà ton une roue carrosse, compliquée, quoi. Une roue super compliquée en plus. Donc qu'est-ce qu'on est en train de il y a faire? Ça n'a l'Orgibus aucun sens. qui dit ça fait penser aux métamatériaux qui Eh sont ben parce que souvent ouais, proches de l'origami et qui ouais, peuvent ouais. changer selon les efforts. Alors qui serait Mais pas un truc c'est actif, hein, mais... non, non, mais très bonne rêve parce que en fait cette recherche elle a commencé dans un laboratoire à Amsterdam, qui est un laboratoire pionnier du développement de métamatériaux mécaniques. Ok. Et moi, en arrivant, on s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on fait des métamatériaux mécaniques passifs? On pourrait faire des métamatériaux mécaniques actifs. Et donc, effectivement, tout est parti de là. J'ai pas utilisé le mot métamatériaux parce que bah, c'est un mot de plus qu'il faut définir. Oui. Mais cette approche en termes de cellules unitaires qu'on combine ensemble sur des réseaux, elle est vraiment, elle a vraiment émergé des connaissances qu'on a développées dans le domaine des métamatériaux. Ouais, ouais, exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a réinventé la roue avec ces métamatériaux actifs? En fait, ça va un peu plus loin que ça. Alors oui, je peux vous en montrer un autre, un plus gros si vous voulez, qui a encore plus la forme d'une roue ou d'une chenille de char, hein, comme vous préférez, mais bon, des choses auxquelles qu'on est habitué de voir. Alors, ce qu'on voit dans cette manip, c'est que cette chenille de char, quand même, elle, elle fait face à une petite bosse, et elle arrive à monter au-dessus de la bosse d'elle-même sans trop de difficulté. Et ça, pour nous, c'est l'élément clé. Alors, j'espère que... Non, j'ai pas gardé les slides, donc je vais essayer de vous les trouver, euh, parce que c'est important à expliquer. Hop, hop. Alors, on va essayer de ne pas parler des équations qui sont sur les slides, mais de parler de la raison pour laquelle nous, on trouve que cette nouvelle roue, elle est intéressante. Alors, là, on a à nouveau le film de la roue. Mhm, Cet objet à 6 cellules, il monte une pente. Et ici, vous voyez qu'on a fait deux expériences. Là, ce qu'on voit, c'est la vitesse du centre de masse de cet objet dans deux cas de figure, le rouge et le bleu. Et on voit que le rouge bat le bleu. mhm, C'est quoi la différence entre le rouge et le bleu? Le rouge, c'est nous, c'est ce que je vous présente depuis le début. Le bleu, c'est donc ce que je vous présente depuis le début, c'est quoi? C'est de dire on crée des nouvelles forces actives. Donc on lie la déformation de l'objet à l'application d'une force, une forme qui consomme de l'énergie. Et finalement, ce déplacement, on peut le récréer d'une manière beaucoup plus simple. Euh, donc, pour créer cette force, ce que je ne vous ai pas dit non plus explicitement, c'est qu'en fait, il y a des petits moteurs dans chacune des cellules unitaires. On pourrait dire au moteur, ben, déformez-vous avec une déformation prescrite au cours du temps. Et on pourrait aussi avoir cette pseudo-roue qui se déforme de la même manière. Mais étrangement, ce qu'on observe, c'est que si on prescrit la déformation, on est assez mauvais pour se mouvoir, alors que si on met notre interaction active ici dans le système, on est assez bon. Alors, Comment ça se fait? Ouais, j'ai une petite question, peut-être une petite ouais, idée, tu ouais, vas me dire ça, j'essaie de deviner. Parce qu'en fait, ouais, quand tu m'as présenté le premier solide avec tous les hexagones, sur ouais. la grille en hexagone, je me suis dit, ça fait un peu penser à de l'intelligence artificielle, comment c'est construit, où tu as des interactions entre les trucs et tout ça. Et là, tu vois, ton tenseur, la matrice, ça fait un peu penser à ça aussi. Et donc je me suis dit, est-ce que on peut pas faire un parallèle avec un peu comment c'est construit l'intelligence artificielle? Alors, ouais, il faut bien faire attention, c'est pas l'intelligence Oui, oui, artificielle, je mais dis on pas que peut c'en faire est, un hein, je dis pas que parallèle. c'en est. On peut faire un petit parallèle. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on contrôle le système avec une force plutôt qu'avec un déplacement prescrit? Ben, le système, il perçoit une déformation et il applique une force en réponse à cette déformation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il est au courant, il perçoit son environnement en se cognant contre son environnement et en réagissant au fait qu'il se cogne contre son environnement. Tandis que le deuxième système en bleu, lui, il, il peut se cogner, mais il ne se rend pas compte qu'il se cogne, il continue à se comporter de la même manière. Et donc, nous, ce qu'on a inclus dans le système, même si on fait purement de la mécanique des solides, on a inclus dans le système une notion de perception. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que cette roue, euh, avec l'interaction qu'on a, nous, intégrée au système,
eh bien, elle peut adapter sa déformation, elle peut adapter son mouvement à son environnement, de manière à pouvoir se déplacer de manière efficace dans son environnement. Donc, par exemple, ce qu'on voit sur le graphe ici, c'est qu'on a changé la pente que cet objet doit remonter, et on voit que, ben, en rouge, notre système, il est toujours bien plus fort à grimper cette pente, parce qu'en fait, il adapte la manière dont il se déforme à chaque fois qu'il se cogne contre le sol, plutôt que le mouvement prescrit qui, lui, va juste se déplacer comme on lui demande, mais qui a un déplacement pas très optimal. Et donc, effectivement, comme tu dis, il y a un lien entre information d'entrée et information de sortie. Après, la différence, c'est que peut-être que l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est d'optimiser Hmm. cette matrice J'allais dire, en fait, il pour faudrait avoir... faire des expériences et lui permettre de changer Voilà, et d'avoir voilà. un retour sur expérience. Ouais. Ça, vous y avez, Alors, vous avez envie de faire ça ou? ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, J'imagine. attention. Parce que, bon, alors ça, c'est un travail qui est en cours de publication et Ah, donc faut pas trop qu'on en parle. non, 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 c'est bien d'en parler. Il est en cours de publication, mais on a commencé à en parler il y a longtemps. Et Ok. puis, justement, cette publication, elle prend du temps pour une raison très importante, je pense. C'est qu'on a voulu publier cet article en parlant de matériaux robotiques. Pour nous, c'est très logique. Pourquoi? Parce que c'est un matériau, c'est-à-dire que là, vous voyez 6 cellules, mais il peut y en avoir une infinité, avec une infinité de formes. On peut décrire son comportement à l'échelle continue. Définitivement, c'est un matériau. Mais en même temps, c'est un matériau qui se déplace et qui adapte son déplacement à son environnement. Donc ça, c'est un robot pour nous. Hmm. Et donc, quand on veut publier un article, il est envoyé à des relecteurs qui vont le lire et qui vont juger la qualité de l'article. Et évidemment, puisqu'on a appelé ça un matériau robotique, on a eu des relecteurs du domaine des matériaux et des relecteurs du domaine de la robotique. Et je dois dire que les relecteurs du domaine des matériaux ont beaucoup apprécié le système, les gens du domaine de la robotique moins. Ce qui est logique puisque nous, on n'est pas en robotique. Oui, Donc, ça on a sortait un peut-être peu une de ce vision qui qu'ils est un appellent peu la robotique, eux. généraliste. Et pourquoi est-ce qu'ils ont moins apprécié ce papier? Parce qu'ils nous ont dit, ben, euh, vous créez un robot euh, qui certes se déplace, mais encore nous faut-il nous prouver que c'est un robot qui est intéressant, sinon c'est un papier qui est inintéressant pour nous. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est prouver que ce robot s'adapte à son environnement. C'est quelque chose que, en étape initiale, on ne pouvait pas. Mais la deuxième chose qu'on a fait, effectivement, c'est d'expliquer que non seulement avec cette interaction avec le robot, il s'adapte à son environnement, mais en plus, c'est finalement assez efficace. C'est-à-dire que on a fait des simulations où on a comparé un robot qui apprend à comment s'adapter à son environnement avec de l'intelligence artificielle à ce robot qui ne nécessite pas une phase d'apprentissage. Et finalement, le robot qui a dû apprendre pendant de longues heures dans un système de simulation n'est pas beaucoup plus performant euh, que le robot que nous, on a développé, où on a un paramètre de contrôle qui est kappa A. Mais ce paramètre, c'est vous qui avez choisi les valeurs, en fait. Oui, c'est nous qui choisissons les Comment vous valeurs, avez mais ces choisi? C'est-à-dire valeurs, que elles c'est le travail vont... d'intelligence, vous l'avez fait en choisissant la valeur. C'est vous qui avez dit, ah, ça paraît Alors, être cool. non, 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 parce que si tu veux, cette valeur, elle va contrôler plutôt la vitesse de déplacement, mais pas l'adaptation du robot à son environnement. Ok. L'adaptation, elle vient vraiment du lien entre... elle vient du fait qu'on a une asymétrie linéaire là, définitivement, mais simplement également du lien entre déformation et force dans le système. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur que tu mets dans K et dans A, enfin, c'est pas K, Voilà. c'est kappa, ça Ouais. va s'adapter. Voilà, ça va s'adapter. Ce Ok. que ça change typiquement, c'est plutôt avec quelle amplitude il va se déformer. Donc, s'il se déforme à de très faibles amplitudes, il va se mouvoir très lentement et il va avoir du mal peut-être à grimper des pentes importantes. S'il se déforme à très grande amplitude, c'est un peu pareil. Il a des déformations qui deviennent un peu plus complexes euh, et il ne se contente pas de tourner sur lui-même, mais il saute n'importe comment. Et donc, ça, c'est difficile à caractériser. Ouais. Et peut-être le dernier mot que je veux dire là-dessus, c'est qu'évidemment, c'est un matériau, donc on peut lui donner la forme qu'on veut. Euh, et donc, alors désolé pour la qualité du film, c'est que quand on ne cesse d'agrandir la taille du matériau, on est censé aussi agrandir la taille de sa table à coussin d'air, mais ça devient de plus en plus complexe. Donc là, on est à la taille maximum du coussin d'air. Et ce Ok. qu'il faut regarder, c'est que notre objet en 2 dimensions qui contient 120 cellules unitaires part de la gauche, donc il touche le mur sur la gauche. Nous, on va commencer l'interaction.
Donc là, le chemin est pas très long parce qu'il faut qu'il aille à droite là. Voilà. Et typiquement, en vibrant de lui-même, on voit que lentement mais sûrement, il va se Il avance. déplacer de la gauche vers la droite. Voilà. Donc évidemment, ben, c'est vrai qu'un rectangle, c'est pas la forme la plus optimum pour se déplacer. Mais en fait, les modes de vibration du matériau qui émergent de ces interactions actives sont tels que l'objet se déplace. Et alors là, encore une fois, on change le signe de l'interaction active qu'on a programmé dans le système, et maintenant il se déplace de la droite vers la gauche. Voilà. Il, il, il change de forme macroscopique ou pas, ou c'est moi, j'ai l'impression qu'il s'aplatit comme ça un peu. Alors, tu as l'impression qu'il s'aplatit. Attends, je vais C'est-à-dire remettre le qu'il film et on va s'allonge, j'ai regarder. l'impression. Il s'allonge un petit peu. Ouais, qu'il devient plus bas. C'est peut-être juste une impression, hein, Ouais. j'ai l'impression qu'il est un peu plus bas et du coup peut-être plus Euh, long. Ça, j'ai du c'est mal à voir. possible. Ouais, ouais, c'est possible, effectivement, puisque toutes les cellules se déforment et il va avoir tendance à se rapetissir d'un côté et s'allonger de l'autre. Ce que j'ai pas du tout montré ici, mais bon, là, je vous ai montré finalement ce qui est le plus excitant de ces objets, c'est des comportements actifs où l'objet se déforme de lui-même au cours du temps, il va se déplacer, des choses comme ça. Mais vu que c'est aussi un matériau, on peut caractériser ses propriétés mécaniques. Et Mhm. donc, par exemple, on peut l'écraser entre deux plaques et regarder comment l'objet va s'étendre dans la direction perpendiculaire. Donc ça, c'est une étude mécanique qui est assez classique. Euh, et c'est ce qu'on appelle l'étude du module de Poisson qui caractérise comment un objet, si on l'écrase dans un sens, s'étend dans l'autre sens. Et cet objet, parce qu'il a des interactions qui sont très spécifiques, va avoir des propriétés mécaniques statiques, du coup, qui sont aussi assez particulières. Et cet objet-ci, par exemple, même si il est complètement isométrique, c'est-à-dire que c'est un rectangle avec pas d'asymétrie complexe dans ce rectangle, si on l'écrase entre deux plaques, il va se déformer. Comment? Il va s'étendre sur le dessus, sur la droite, et s'étendre sur le dessous, sur la gauche, par exemple. Ouais, d'accord, ouais. Il va se cisailler, c'est Il va le se mot que je cherche en cisailler, oui. français. Et donc du Voilà. coup, il va créer des forces aussi sur le truc qui... Des forces de cisaillement sur le truc qui nous Exactement. appuie. Ouais, ouais, Il y ouais, a alors Jebus qui dit, exactement. tiens, le métro a l'air de pointe. Parce que quand Ouais, on va bouger, c'est un peu ouais, ouais, bordel. ouais. Non, 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 c'est très vrai. C'est très vrai. Ouais, ouais. Donc, ouais, donc du coup, alors ça par contre, c'est peut-être moins exceptionnel parce qu'on on connaît déjà des matériaux, alors moi je serais incapable de citer un exemple, mais qui cisaillent quand on les met en compression, Ouais. ça existe ça, non, Alors, déjà? il y en a plein partout, mais si tu veux, pour se cisailler quand on se met en compression, ça vient toujours de la forme de l'objet Oui. jusqu'à présent. Oui, alors que là, la Donc, forme d'objet effectivement, ne tu devrait peux pas... imaginer, si tu as une imprimante 3D à la maison, tu peux imaginer imprimer une plaque et puis que des lignes comme ceci, et puis une plaque sur le dessus. Ah, vu que les lignes sont toutes penchées dans une direction, quand je vais écraser mon Puis objet, il ça va va cisailler, effectivement ouais. s'écraser dans une direction et se cisailler. Mais ça vient vraiment de Mais la c'est de la forme de forme, oui. l'objet. Alors que là, c'est Et pas... ici, ça vient de la nature de l'interaction des forces au sein de l'objet, qu'on peut contrôler avec ce paramètre d'activité. Et donc c'est ça vraiment qui le Mais rend là, du unique. coup, tu utilises le fait que c'est un objet actif, un matériau actif pour créer une asymétrie. Mais en fait, Mhm. si tu trouves tu pourrais peut-être, je sais pas, un jour trouver un truc asymétrique sans que ce soit actif, j'imagine. Ou est-ce que c'est infaisable? Je sais pas. Alors, si on veut, la symétrie, elle va devoir soit devenir de la De la forme, forme, comme tu soit dis. des interactions. Et si elle vient des interactions, est-ce Il faut que qu'on ce soit peut actif, c'est ça? trouver Ouais, je pense que oui. Ok. Je suis Y a même certain pas. que oui. Ouais. Ok, ok. En fait, c'est un très joli papier par l'équipe de Vincenzo Vitelli qui explique que, bah, en fait, en élasticité, on a des modules d'élasticité bien définis. Donc, on s'est connecté à une déformation euh, à la présence de force dans un matériau et on a besoin de considérer un système hors équilibre, un système actif, pour avoir de nouveaux modules d'élasticité qui apparaissent, qui vont connecter cisaillement à compression, typiquement, dans un système isométrique, encore une fois, donc, Ouais, avec une forme symétrique. ouais, qui répond à une certaine symétrie. Ouais. Voilà. Et du coup, Lord Jibus dit non, mais c'est très, très facilement simulable, ce genre de truc de nos jours, ou pas? Ouais, donc le système qu'on a là, il est assez facilement simulable dans le sens où
on a choisi une force d'interaction qui est certes hors équilibre, mais qui est assez simple, qui est linéaire, donc qui est simple. Nous, dans nos recherches, on fait des simulations. Et je crois que je sens venir la vraie question, parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours quand je présente cet objet. C'est, mais enfin, pourquoi est-ce que vous êtes ennuyé à faire ce système expérimental alors que finalement, Une bah, simulation, ça vous auriez pu suffit. effectuer des simulations qui auraient donné des réponses similaires. Et c'est important de parler de ça parce que c'est une question qui est complètement Alors j'ai juste naturelle dit, à mais à poser. quoi ça sert Voilà, pour la c'est blague? une question qui est complètement importante à poser. Et la première, je pense que c'est la plus honnête que je peux donner, c'est que notre niveau de compréhension de ces objets, il n'aurait jamais atteint euh, euh, la compréhension qu'on a à l'heure actuelle si on n'avait pas fait d'expérience. Hmm, Et je peux donner un exemple concret. Euh, on a commencé par faire des simulations et de la théorie, et on n'a jamais considéré euh, dans nos simulations, enfin, comment expliquer ça? Donc, je vous ai expliqué cette histoire de ressort qui est asymétrique et qui ne se mhm, défend pas de la même manière. Et évidemment, ben, c'est la loi qu'on a simulée. Si on simule uniquement cette loi, le système n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on va exciter le système, il va commencer à se déformer, et l'amplitude de déformation va augmenter hmm. indéfiniment, Parce qu'il n'y a pas de jusqu'à perte ce que tout d'énergie, explose. vous n'avez pas simulé genre les frottements, un truc comme ça? Voilà, jusqu'à ce que tout explose. Alors, on aurait pu, je pense, on aurait pu penser à ajouter des frottements. Si on ajoute des frottements, Là, on parle de le frottement site... dans les liaisons, par exemple? Ouais, exactement. Ouais. De frottement dans les liaisons juste ici, donc de dissipation même, dissipation visqueuse. Si on ajoute des dissipations visqueuses, la plupart du temps, on est stable en un point. C'est-à-dire qu'il faut un ratio parfait entre activité et dissipation visqueuse pour avoir un endroit où on est stable. Donc c'est pas non plus super pratique si on veut un jour imaginer des applications. Par contre, ce dont on s'est rendu compte sur la table de manip, c'est que nos petits moteurs qu'on utilise ici pour appliquer nos forces actives, c'est pas des moteurs parfaits. Hmm, Donc, ils vont appliquer notre loi linéaire de force, dans ce cas-ci de torque, qui augmente avec une déformation. Et puis, ils peuvent appliquer qu'une force maximum. Donc, ils vont hmm, saturer. Et ajouter cette saturation, en fait, c'est une manière super efficace de stabiliser hmm. le comportement du système. Et je suis persuadé qu'on n'aurait jamais de toute notre vie pensé à ajouter cette saturation, mais c'est à travers l'observation du système expérimental qu'on s'est rendu compte que c'était en fait, oui, voilà, notre système expérimental fonctionnait mieux que ce que nous, on imaginait en observé, quoi. Ouais. Et il a fallu comprendre pourquoi. Et donc, sans l'approche expérimentale, c'est quelque chose qui aurait pas pu exister. Donc ça, Oui, les c'est limites de la la première chose. modulation, c'est que il faut que vous ayez pensé à tout pour Voilà. pouvoir faire un modèle parfait. Ce qui est... Et puis la limite de la modélisation dans ces problèmes, c'est que nous, on cherche à poser un problème, et un problème, il peut très souvent être mal posé. Hmm, Donc, s'il est mal posé, ben, on va avoir une réponse finale qui est pas la qui bonne. est une réponse, mais qui est une réponse à un problème qui a été mal posé, donc une réponse qui est souvent moins intéressante que ce qu'elle pourrait être. Donc ça, c'est la toute première réponse. Et puis la deuxième réponse, qui est quand même importante, même si elle est plus liée à la blague qu'on a entendue, c'est que on prouve que même si ça reste en deux dimensions ici, même si ça reste un système simplifié, ben, on peut le construire, cet objet. Hmm. Il existe dans la vraie vie, quoi. Euh, et on prouve que on est au moins à la première étape de créer quelque chose qui soit vrai. Et bien sûr, on est loin de... je pense que il- si ça arrive de mon vivant, il faudra de très longues années pour que je dise aux gens que c'est grâce à ça qu'on a créé un hélicoptère qui vole mieux, hein, on est d'accord. Mais pour nous, c'est une étape très importante qui ouvre la voie à la possibilité d'intégrer des comportements comme ceci. Et en fait, ça, c'est lié à un domaine qui, en ingénierie, a beaucoup d'importance, qui est, alors je vais encore sortir un mot en anglais. En anglais, on dit swarm robotics, donc ça doit être swarm, C'est l'essaim. l'essaim, voilà, donc des robots en essaim. L'idée des robots en essaim, c'est quoi? C'est de dire, ben, justement, on remarque qu'on a des comportements émergents
à partir de petits systèmes. Et donc pourquoi pas construire plein de robots très très simples, mais en définissant des interactions intelligentes et simples entre ces robots, on peut avoir des comportements émergents qui sont plus complexes. Ça se fait beaucoup plutôt chez les drones pour le moment, mais il n'y a pas de raison que ça se fasse ailleurs que chez les drones. Et chez les Euh, drones, du coup, on peut faire un matériau en 3D, du coup. et chez les drones, on peut faire un matériel en 3D, ouais. Ouais, ouais. Ça arrive fort là. Ok. Parce que C'est justement, des... j'allais te dire, mais du coup, est-ce que ça peut pas être aussi que l'expérience en 2D, elle valide un modèle 2D qui peut peut-être être Ouais, appliqué en 3D, où le modèle, exactement. lui, est beaucoup plus intéressant dans le sens où l'expérience, Mhm. tu nous as dit, en 3D, c'est très compliqué de la faire, Ouais. mais que finalement, est-ce que le passage à la 3D, il change tant de choses que ça ou pas? Donc c'est toute la Pas en termes discussion de un petit peu, comportement, mais en termes de c'est modélisation déjà. exactement. En fait, c'est toute la discussion. C'est que nous, ce qui nous fait avancer dans la recherche, c'est d'essayer de comprendre un phénomène. Donc, pour nous, l'histoire que je vous ai présentée ici, elle s'arrête un peu ici parce que, en termes de compréhension, passer d'un modèle 2D à un modèle 3D, ça va être le même modèle en rajoutant une dimension. Et donc, en termes de compréhension, ce n'est pas les choses qui nous intéressent. Je pense que en termes d'ingénierie, il y a des choses intéressantes à faire. Ça vous intéresse pas trop quand Euh, même de voir les comportements qui pourraient être bah, différents, ça nous je sais pas. intéresse, je veux dire, ça me passionnerait de voir un système en 3D, Au moins par euh, curiosité. voilà, par curiosité, mais ça correspondrait à une petite itération de ce qu'on a déjà compris. Ce ne serait pas un grand pas en avant, on va dire. Donc, je suis très heureux de participer à un projet, mais ce n'est pas un projet que je vais développer par moi-même, typiquement. Ok. C'est un projet où je suis très heureux de donner ma connaissance à d'autres personnes, mais c'est généralement pas moi qui vais développer ce genre de projet. Donc on ne cherche pas à tout prix à faire du 3D. Mais par contre, euh, la question des drones, elle devient intéressante parce que les interactions sont plus exactement les mêmes. Ces drones, ils volent, ils sont dans des écoulements d'air, ils ont besoin d'être stabilisés. euh, et donc il y a d'autres questions qui apparaissent de recherche euh, qui, euh, qui sont des questions qui sont très très intéressantes. Ouais. Et donc euh, c'est pas des questions de recherche qui sont financées à l'heure actuelle, mais c'est des questions de recherche qu'on est en train de se poser, on va dire. Mais ça demande une première étape de digestion parce que ben nous, finalement, c'est un peu ce qui est transcription. On est arrivé de la mécanique des solides et on a voulu créer un robot, et on a dû apprendre ce que c'était un robot avant de pouvoir appeler ça un robot. Euh, et ce qu'on a créé, c'est un robot qui marche, mais un robot qui vole, c'est encore tout un autre monde, quoi. Et donc, ce que ça nécessite pour passer à cette étape suivante, c'est de discuter avec des gens qui s'y connaissent en robot qui vole et de leur demander à eux, c'est quoi leur question de recherche, c'est quoi qui les motive à essayer de comprendre quand ils regardent plusieurs robots qui volent, et après de combiner leur intérêt de comprendre comment plusieurs robots volent ensemble à notre intérêt de dire, mais en fait, peut-être qu'avec de la mécanique des solides actifs, on peut aider plusieurs robots à voler ensemble. Hmm. Euh, et là, on est encore, il faut encore pas mal de discussions avant Ok. d'éclaircir un petit peu cette question de Donc ça, c'est un recherche. prochain projet à ANR ou ERC. Ouais, voilà, ouais, c'est en discussion, ouais. C'est en discussion, à voir ce qui en sort. Ouais, ouais, Ok, intéressant. Il y a alors ouais. Jibus qui dit, lui, ça lui fait penser un peu au liquide non newtonien, 1, 2, 3. Euh, bon, c'est passif, mais est-ce que... parce qu'il y a du coup, peut-être il peut y avoir des dissymétries induites, je sais pas. Ouais. Je suis pas un Euh, expert en liquide non newtonien, mais toi sûrement plus. alors, c'est pas un liquide, c'est un solide, Ouais. mais ça fait penser à des phénomènes non newtoniens pour une raison qui est complètement logique, c'est qu'en fait, euh, euh, on- généralement, quand on veut modéliser un phénomène, euh, on choisit de le modéliser avec l'approche la plus simple possible parce que c'est généralement la plus efficace. Donc, quand on caractérise un liquide, c'est un liquide newtonien. Quand on caractérise un objet qui se déforme, c'est un objet élastique. Et puis, parfois, on est obligé de s'éloigner de ces descriptions. Euh, et généralement, quand on s'éloigne de ces descriptions, on retrouve des comportements qui sont assez similaires.
Et donc D'accord. là, effectivement, on voit des déformations qui sont complexes, qui sont inattendues, qui sont dissymétriques, et c'est des choses qu'on peut retrouver dans les liquides non newtoniens. Euh, mais euh, disons que les descriptions en termes de modélisation vont être éloignées. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on englobe dans les liquides non newtoniens ce qu'on appelle les liquides actifs, qui sont des écoulements de particules actives, là, on va retrouver un peu des comportements qui peuvent être similaires. Donc, les modèles mécaniques qu'on utilise euh, sur ce système que je vous présente ici, ça s'appelle Odd Elasticity en anglais. Euh, on Donc une a aussi, élasticité étrange pour les voilà, non anglophones. voilà, mais on a aussi des modèles de Odd Viscosity, par exemple, à l'heure actuelle. Donc on voit que c'est des approches qui peuvent être similaires et qui peuvent s'appliquer aux fluides ou aux solides. Euh, euh, Même si finalement, c'est des systèmes qui sont différents, mais ouais, il y a des connexions, c'est certain. C'est certain. Ok, ok. Ok, ok. Ouais, c'est... Non, c'est super intéressant. Euh, Yes. Non, moi, dans ma tête, je suis un peu bloqué par le... j'ai envie de savoir ce que ça donne, une IA qui... Parce que j'imagine Ah que du oui. coup, sur un modèle, tu dois pouvoir le faire... Alors peut-être t'es pas un pro de l'IA, mais si tu te mets en collaboration avec quelqu'un, tu dois pouvoir... Tu dois avoir des résultats qui sont relativement rapides, parce que c'est pas des modélisations qui sont si importantes que ça, non? En termes de consommation, En de... termes de consommation, c'est pas les choses les plus complexes à mettre en place. Je pense que ce qui est important, c'est de revenir à cette idée de euh, quelle est exactement la question qu'on veut poser. Donc, si on parle en termes d'IA, généralement, on cherche à optimiser quelque chose. Hmm, Et donc, la question qui est la plus difficile, c'est plutôt qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. hmm, Euh, euh, et là, on entre vraiment dans une question peut-être plus avancée de robotique, où on discutait juste avant de, ben, cet objet, il peut adapter son mouvement à son environnement. Euh, mais cette notion d'adaptation, elle peut être définie de plein de manières différentes. Donc, je vous ai montré la définition la plus simple du monde, qui est de dire je change d'une pente hmm. et je gravis cette pente la plus efficace. Alors, on peut entraîner un modèle IA sur une pente, mais qu'est-ce qui se passe quand elle se déplace dans du gravier, par exemple? Euh, Est-ce que, après s'être entraînée sur une pente lisse, elle sera efficace à se développer, à se déplacer dans un système granulaire, ou est-ce qu'il faudra Bah, il repartir faut sur de faire l'approximation? de l'apprentissage, j'imagine, non? Voilà, ouais, ouais. Et donc, euh, ouais, ça, euh, Oui, après, c'est c'est vrai que pour la des. roue, c'est intéressant. Est-ce que pour le solide que l'on voit là, est-ce que c'est intéressant de Mhm. faire une IA? C'est vrai que c'est peut-être moins... Je sais pas. Ben, moi, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même un intérêt, c'est sûr, c'est de dire. Enfin, en fait, il y a une observation qui est très claire, c'est de dire, nous, on a choisi cette loi d'interaction qui est très simple. Mhm. La, la seule chose qui justifie ce choix, c'est que on a pensé à un ressort qui était asymétrique, quoi. Je veux dire, Oui. c'est l'expérience de pensée qui justifie ce choix, c'est pas du tout une approche d'ingénierie qui justifie ce choix. Oui, oui. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, cette matrice, il doit exister un optimum plus complexe qui optimise la locomotion de manière générale, peu importe l'interaction avec l'environnement. Euh, mais pour dire la vérité, on a du mal à, à définir ben, quel est cet optimum, ou en tout cas quel chemin suivre pour atteindre cet optimum, Hmm. c'est Après, sûr. ouais, sur ce celui-là, on peut dire là, c'est la locomotion. Sur l'autre matériau, qui est plus un matériau Mhm. en carré, enfin un rectangle, Mhm. j'imagine qu'il pourrait y avoir comment dire, des optimisations qui sont intéressantes, par exemple en termes d'absorption de Ouais, choc, en termes ouais, de conduction, en termes de justement, je sais pas quoi, mais clairement. Ouais, ouais, clairement. Je pense que là, il y a du travail à faire. Ouais, ouais, ouais. ok. Très clairement. Je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et pour nous, euh, c'est une des choses qui est très excitante dans le domaine, c'est que donc, l'approche générique, c'est de dire je m'intéresse à un matériau au sein duquel les interactions ben,
sont actives, sont hors équilibre. Et j'étudie quelles propriétés émergent de ces interactions euh, et qu'est-ce que ça peut donner comme comportement qui est intéressant. Et ça, il y a un champ du possible qui est pour nous très très large. Là, je vous ai présenté deux exemples finalement de deux approches sur deux systèmes différents, mais je pense qu'effectivement, il y a encore, je pense, de l'avenir pour des approches où on explore, où on implémente nous-mêmes des lois d'interaction caractéristiques pour voir ce qui en émerge. Et je pense, comme tu dis, qu'il y a un champ très large aussi d'approche plutôt en termes d'optimisation, de dire, ben, c'est pas vraiment qu'on veut nous prescrire une loi de déformation, mais c'est plutôt, on va demander à l'ordinateur de trouver des lois de déformation hors équilibre qui nous donnent des comportements étonnants. Et pour revenir sur cette notion de métamatériaux, c'est un peu comme ça que le domaine des métamatériaux a fortement, enfin, ce vers quoi il évolue aussi, c'est-à-dire que, donc pour rappeler peut-être la définition du métamatériau, c'est vraiment enfin, designer un pattern, par exemple quelque chose d'hexagonal, euh, à l'échelle plutôt macro, pour définir des propriétés soit mécaniques, soit acoustiques, soit optiques. Et donc ce que ça a demandé initialement, c'est à des gens de penser quelle devrait être la forme d'un objet pour lui donner une propriété spécifique. Donc, il y a eu cette démarche de design, entre guillemets, de dire, voilà, je pense au design d'un objet pour lui donner une propriété. Le Bah, niveau c'est, zéro, je prends une poutre et en fait, au lieu de faire une lame, je fais un coude, quoi. Et ça renforce. voilà, Ça, c'est le niveau voilà. zéro de ce que tu es en train de raconter, quoi. Et plus ou moins, ouais. En sachant que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la règle du métamatériau, c'est qu'il peut être déployé à l'infini. Donc, on doit pouvoir mettre une Oui, infinité de d'accord. ces unités Oui, ensemble alors que moi, pour. c'est juste sur un truc, mais oui, je comprends Voilà. ce que. Oui. Mais par exemple, si tu veux, un exemple de métamatériau mécanique très, très connu, c'est un carré élastique. Si j'écrase ce carré de, de caoutchouc, je sais qu'il s'étend. Maintenant, je peux faire des trous dans ce carré de caoutchouc qui sont placés à des endroits connus. Et parce qu'ils sont placés à des endroits connus, quand je vais écraser ce matériau élastique, ses Hmm, bords dans la direction perpendiculaire vont se rentrer. Donc, il va y avoir un coefficient de Poisson négatif. Voilà. Et donc ça, là, il c'est. a fallu penser où je mets mes trous et comment ça marche. Et ça, c'est l'approche qu'on a ici, hein. C'est je design, alors dans notre cas, pas une géométrie, mais une loi d'interaction pour designer mon métamatériau. Et ce qui se passe de plus en plus dans le monde des métamatériaux, c'est que les gens ont compris que ce design, bah, il ne doit pas nécessairement émerger de l'intelligence humaine, mais il peut très bien émerger de l'intelligence artificielle. Oui, Et du donc, coup. ce qui se fait de plus en plus, c'est plutôt de dire j'aimerais atteindre cette propriété dans un matériau. Voici les règles auxquelles tu as droit. Par exemple, tu peux découper ton métamatériau comme tu veux, et puis on demande à l'ordinateur de trouver une découpe qui peut être étendue à l'infini et qui va te donner les propriétés qui sont recherchées. Ça, ouais, c'est des choses qui se font de plus en plus, euh, pas seulement dans ces systèmes actifs, mais vraiment dans ce domaine des métamatériaux en général, quoi. Ouais. Il y a Lord Et Gibus qui qui demande, du coup, justement, en parlant de ça, en parlant de design, est-ce que tu as vu les formes des robots dans le jeu de la vie? pas du tout. Non? J'ai pas la ref. Non. Là, le jeu de la vie, c'est. J'ai un pote qui m'en avait parlé, mais je le maîtrise pas exactement. Mais c'est en gros, c'est quoi? Tu te déplaces sur un endroit, tu peux te déplacer et tu peux aller à droite, à gauche. Il y a un truc un peu de hasard. C'est ouais, c'est règle mathématique, il dit. Et et après, faut essayer de revenir au même endroit, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, ou alors, enfin, je sais plus, j'ai plus le Ok. détail, mais bon, voilà, c'est pas grave, si t'as pas la ref, c'est pas grave, mais c'est intéressant, donc tu pourras, quand on aura fini, tu pourras Ouais, regarder ouais, sur Google ce que c'est que le jeu de la vie. carrément. Je C'est un regarderai. truc, Ouais. c'est relativement connu, mais Ok. et il dit aussi, Electric Dream trouve la métabrique qui résistera au séisme. C'est un vieux film, apparemment. Ok. Il Ok. connaît beaucoup de choses de Lord Intéressant. Gibus, beaucoup plus que Ouais. moi. Ça a l'air chouette, ça m'intéresse. Je vais regarder. Mais ouais, d'accord. Je vais Donc du regarder. coup, on parlait de quoi? Oui. Bah, sur les matériaux avec l'intelligence artificielle, il y a moyen d'optimiser Ouais. comme Ouais, ça. ouais, clairement.
Ouais, ouais. Et du coup, ah oui, du coup, j'avais une question, j'essaie de pas la perdre parce que j'ai le temps pour poser des questions et des fois, j'attends et après je la perds. Ils disent parce qu'il est vieux. Oh, il y a des vieux qui ont pas de culture, hein. C'est pas qu'une question d'être vieux. Euh, ouais, du coup, je l'ai reperdu. Attends, je vais la retrouver. Et du coup, est-ce que il y a des pistes, parce qu'on en a parlé un tout petit peu au début du stream, est-ce qu'il y a des pistes un peu pour construire des matériaux avec justement la cellule unitaire active qui soit microscopique ou pas loin ou mieux que Ouais, ça, je sais pas. ouais, ouais, C'est quoi les si. pistes Les pistes, euh, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous, on s'intéresse à des lois d'interaction qui sont aussi simples que ça. C'est que finalement, ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on brise la symétrie d'interaction en un point. Donc ça, électroniquement, c'est un composant électronique qui peut être miniaturisé énormément. Euh, euh, et donc, a priori, cette loi, elle est miniaturisable. Ce que ça demande, c'est simplement de ne pas utiliser un microcontrôleur complexe et un, et un moteur, un DC motor, mais c'est plutôt d'étudier des robots qui sont plutôt à la micro-échelle. Et ça existe. Donc il y a des gens qui développent des robots qui sont de très 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 petite taille, pour plein de raisons. Et donc on peut imaginer intégrer ces interactions au sein de ces robots, ça, c'est sûr. et donc Mais encore une fois, du coup, on en est bientôt on loin. aurait des vrais matériaux Moi, je qui... pense qu'on en reste encore loin pour plusieurs raisons. C'est que je pense que euh, la, comment, euh, de un, ces micro-robots qui sont développés, ils ne sont pas du tout développés à l'heure actuelle dans l'optique d'implémenter les lois que nous, on met en place. Donc, il y a une étape de développement là où on doit prendre ça. Et après, je pense que l'intérêt de, d'aller vers ça, c'est vraiment de démontrer une, une potentielle application euh, qui peut ressortir de ces études, quoi. Euh, et là, on se heurte à plein d'autres questions qui peuvent se poser, quand on arrive dans le monde de ces micro-robots. Typiquement, quelle est la force que peuvent appliquer ces robots? Est-ce que, est-ce que si on en met 1000 ensemble, on a une force qui est, euh, qui est intéressante et qui est de l'ordre comment- de quelque chose qui a un intérêt qui est observable, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et qu'on arrive finalement à assembler 1000 micro-robots ensemble, mais qu'ils peuvent uniquement se déformer sur l'échelle de 10 microns et qu'en fait, ça a un intérêt qui est moindre, quoi. Voilà. Ouais, Ça, oui. c'est plein de questions presque plus techniques finalement en termes de développement de système. Je pense qu'ils doivent être résolus et qu'ils vont prendre un peu de temps à Hmm. être résolus avant de. Bon, après, parfois la science, on s'attend à ce que des choses prennent du temps et ça avance très très vite, hein, mais à l'heure actuelle, je dirais, et vu ma connaissance du domaine, on ne doit pas du tout s'attendre D'accord. à voir ça arriver dans les 5 ans qui arrivent, quoi. Oui, bah C'est après, c'est beaucoup, sûr que beaucoup plus tard. la science est toujours tributaire de la technique, hein, ça Oui, voilà. c'est toujours le Et cas. puis surtout, c'est généralement l'avancée principale se fait pas exactement là où on l'attend. Donc, comme on l'a dit, nous, on a vraiment vu cette première approche en termes de construire un matériau élastique, mais avec des interactions actives, donc un objet vraiment solide. Euh, et si on me demande, je pense que l'étape suivante, la plus naturelle, finalement, ce sera peut-être plus les drones Hmm. que vraiment miniaturiser les objets, par exemple, de mon point de vue. Au lieu de miniaturiser Ouais, le l'unité, système qu'on va essayer. Ouais, on étend le matériau, on prend un ouais, matériau gigantesque. voilà, ouais, ouais. Je C'est, pense que voilà, soit on zoome, soit on dézoome ça en dézoome. Ouais, ouais, c'est très vrai. C'est très vrai. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais. Nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, en tout cas. Et après, ouais,
Bon, bref, il y a il y a plein de moyens d'avancer sur le sujet. Euh, et l'une des questions, effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il faut une forme d'activité dans le système. Euh, et, euh, et il y a plein de manières différentes de créer cette activité. Et Hmm. donc, euh, et donc là, c'est plutôt une déformation qui est engendrée par un, par un moteur. Précédemment, c'était un mouvement sur du solide. Et après, il y a plein d'autres idées aussi qu'on peut mettre en place qui vont apporter chacune d'entre elles leur petite subtilité et donc des comportements émergents un peu différents, on va dire. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je Avec sais grand pas s'il y a plaisir. d'autres questions dans le chat, l'Orgibus et les quelques autres qui sont là. On n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui, pourtant c'était très intéressant. Je suis un peu triste. Ouais, c'est les aléas du direct. Des fois les gens sont pas là. Exactement. Il y en a qui ont dit ah super intéressant, mais faut que j'y aille et qui regarderont la diffusion, la rediffusion. Donc voilà, Ouais. Ouais, il y très a, bien. voilà, il y en a qui peuvent pas être là tout le temps. C'est comme ça. Non, non, bien Euh, sûr. et Et puis puis bon moi, bah moi, je pense que c'est ça qui m'intéressait beaucoup ce soir, c'est un peu ce phénomène de spontanéité, quoi. On n'est pas du tout dans un amphithéâtre où les gens ont été invités ou se sont sentis forcés de venir regarder quelque chose. On est plutôt dans bah, un discours de rue, un peu où oui on bah c'est parle à ça. voix haute et puis les gens s'arrêtent en passant, regardent un petit peu, repartent, C'est un se peu disent ça qu'ils... l'idée. Et en même temps, tu vois, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu du coup dans le chat. Parce que je te lis pas tout ce qu'il y a dans le chat, il y a quand même un Ouais, peu plus, je te lis les questions, mais les ouais, ouais. petites remarques des fois, voilà. Mais par exemple, on parlait à un moment des chargés de recherche que j'avais plus que des maîtres de conf. Ouais. Du coup, Bobinette Chirac qui a dit que justement elle partait, ou il partait, je sais pas, je dis elle, mais je sais pas pourquoi, et qui disait que du coup, les, les, en fait, ceux qui font des cours ressentent moins l'envie de partager par ailleurs parce qu'ils le partagent déjà. Et donc Ouais. c'est vrai que je pense que quand tu fais cours, t'as aussi un petit peu une spontanéité dans le sens où, bon, c'est quand même des gens, quand tu fais cours, c'est quand même des gens que ils connaissent rien au départ et donc ils sont pas dans la, pas dans le même état d'esprit forcément que là le chat, mais en même temps, un petit peu, ils découvrent et donc ils vont avoir des questions un peu spontanées comme ça. Et c'est vrai Ouais. que peut-être que bah, quand on est en chargé de recherche et on donne pas de cours ou relativement peu de cours, peut-être on n'a pas ça et on a plus envie, plus motivé pour faire des. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'ai Non, quand non, même eu mais des maîtres de conf, hein, mais je pense que c'est pas qu'une question d'envie, je pense que c'est aussi primordial dans le métier. Enfin, moi, je trouve que c'est très facile quand on fait de la recherche de rester enfermé dans son laboratoire, à se poser des questions à soi-même. Et puis un jour, on sort du labo et on se rend compte qu'on a tourné en rond pendant un certain nombre de semaines, de mois ou d'années à se parler à soi-même. Euh, et ben, dans- pour moi, la très grande majorité des cas, c'est plutôt en parlant aux autres que j'avance dans ma recherche. C'est-à-dire que, oui, évidemment, si alors je parle à mes collègues, si je parle à mes collègues qui comprennent ma recherche, ça m'aide grandement, mais un peu plus que nous sur le eh chat. ben, on serait étonné du nombre de fois où j'ai parlé de ma recherche à des gens, euh, je peux dire, qui n'ont aucune notion scientifique, donc qui pouvaient absolument rien y comprendre. Mais justement, changer mes mots pour leur parler, ou réexpliquer des concepts qui, moi, me paraissent basiques, enfin, parfois ou même souvent, m'amène à penser de manière différente et à approcher un problème sur lequel j'étais coincé de manière différente et à avancer de cette façon-là, quoi. Donc moi, en tout cas, de mon côté, c'est pas rare je vais prendre un C'est exemple simple, hein, fécond. mais d'expliquer à mes parents ce que je fais comme recherche, qui me répondent, je comprends rien, mais est-ce que tu peux me réexpliquer ça?
et qu'en leur réexpliquant un petit peu ce que j'essaie de leur dire, de dire, attends, je vais prendre note parce qu'en fait, je viens d'avoir une idée Oui. en essayant de te réexpliquer ce que je faisais. Donc, Alors, ça, c'est... on a eu un petit raid de Wamgi. Salut Wamgi, comment ça va? Pour une fois que je finis mes streams après toi, c'était un stream court que t'as fait ce soir. C'est des collègues, autres collègues streamers, donc du coup, je sais pas si Ok, tu connais stream, mais excellent. le Twitch, tu m'as dit un petit peu quand même, donc là, Ouais, il nous a raid. ouais, Et alors du coup, en fait, on a quasiment fini aussi. Euh, ouais. et c'est dommage parce que là on est sur la fin. Mais donc du coup là on faisait l'interview. Hop, ah, tu vas nous montrer un petit peu les petits robots. On parle de matériaux robots, robots matériaux. En gros là c'est Ouais, des matériaux matériaux robotiques, ouais. robotiques Ouais, donc des matériaux qui sont constitués de matière active. La matière active c'est en gros bah, enfin, vas-y, résume plutôt toi, parce que c'est toi, c'est toi le boss. En fait, moi, moi je je suis l'attends. Hein. streamer, mais les gens intelligents, c'est les personnes que j'interviewe tous les lundis soirs. Et donc Attention, du coup, il n'y a pas et du coup, de... bon, si tu te peux présenter tous ceux qui viennent d'arriver en 30 secondes, Allez, ton qu'est-ce qu'on travail fait c'est en quoi? 30 secondes? Mon travail, c'est quoi? Eh ben, moi, je m'intéresse aux propriétés des matériaux. Euh, et donc, la propriété d'un matériau, c'est par exemple, bah, si le matériau est déformable, je peux tirer dessus, il va se déformer. Je peux avoir plus ou moins de mal à tirer sur ce matériau pour le déformer. Mais en fait, je m'intéresse à des matériaux qui sont très particuliers. C'est ce qu'on voit sur l'image ici, d'ailleurs. euh, et qui sont construits de manière à avoir des interactions qui sont dites actives, qui consomment de l'énergie pour avoir lieu. Et ça donne lieu à toutes sortes de comportements qui sont étonnants. Et généralement, ben, c'est le genre de comportement qu'on voit ici. Donc là, on a un objet qui peut être défini comme un matériau parce que ben, comment- euh, c'est des pièces qui sont attachées ensemble et qui forment un objet solide. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il se met à se déformer de lui-même euh, pour avoir un comportement plus ou moins étonnant et même pour pouvoir se déplacer. Et ça, c'est dû à des interactions au sein de ce matériau. Parce que là, ce que Euh, vous voyez peut-être pas là, vous qui venez d'arriver, c'est qu'en fait là, cette grosse brique, juste en ouais, en s'agitant comme ça là, bah, elle a avancé en fait. ouais. Ce qui est pas forcément évident Là, parce qu'elle avance pas beaucoup, non, parce qu'elle a avancé là, de c'est pas genre, évident. On peut le voir comme ça quoi. avec un petit peu moins un petit peu moins d'objets, on peut le voir un petit peu facilement, effectivement. Et voilà. Euh, Et du coup voilà. Donc on avait terminé. Et donc c'était passionnant. Donc si vous voulez, vous pouvez revoir le replay, pas de problème. Et, euh, et voilà. Et alors, et si vous étiez là plus tôt, vous auriez pu choisir parce qu'on aurait aussi pu parler de microfluidique dans les, alors j'allais dire dans les veines, mais c'est pas dans les veines, mais dans le système dans le système lymphatique, lymphatique, ouais, voilà. ouais. Parce que en fait, il n'y a pas que les robots bizarres, mais Et non. euh, Ouais. mais voilà. J'allais te dire, je vais présenter déjà la semaine prochaine ce que je vais faire, mais en fait, je vais Mhm. plutôt présenter ce que je vais faire la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, j'ai pas d'interview pour l'instant. Donc, j'interviewe personne, donc je sais pas, je vais faire une émission un peu plus originale que d'habitude. Mais la semaine d'après, on va parler d'implants no, implants neuronaux, ça, hein, un plan Ouais, ça me paraît neuronaux. correct. Par exemple, Neuralink, voilà, avec Clément Hébert, pardon. Ouais, il faut que j'apprenne les noms à chaque fois. Voilà, donc ça, ce sera dans 2 semaines. Dans la semaine prochaine, je sais pas ce qu'on fera, mais donc du coup, parce que je dis à chaque fois, mais je sais que ça n'arrive pas très souvent, mais je dis à chaque fois aux personnes que j'ai interviewées, venez aussi en tant que spectateur, vous allez découvrir des Ouais, choses. carrément, Voilà, donc sur les carrément. implants neuronaux, euh, c'est plutôt la partie comment ça se passe, comment l'interaction entre l'implant et le cerveau, comment ça se passe quoi. Et donc encore un sujet qui à mon avis est assez stylé aussi. Donc J'avoue que ça voilà peut être voilà. cool, ça peut être très très sympa. Voilà Moi, donc j'ai... ça, c'est le 6 mai. Donc si vous êtes chaud, c'est 6 ouais. mai. Toi tu? Je dis, moi, j'ai découvert ta chaîne quand tu m'as contacté, mais je suis allé voir quelques VOD quand même. Hein. Ok, Et ça t'a plu? c'était Alors les franchement VOD assez intéressant. j'en ai Ouais. sur YouTube, mais je suis grave à la bourre.
En fait, Ah je suis oui. tombé sur un bouchon, tu vois, on parlait de microfluidique pour les artères, ça peut être pas mal et tout. Bah là, je suis Mhm. tombé sur un bouchon parce qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai fait une émission sur les Olympiades de physique. Donc, c'est des Mhm. jeunes qui font les Olympiades, c'est-à-dire des projets de physique. Ces jeunes, c'est lycée, c'est première terminale. Et Mhm. c'est vraiment génial. Mais c'était 2 jours non-stop de stream. Ouais. Et donc, il faut que je coupe tout, que je remette les trucs et tout. En plus, on a eu des problèmes de stream, j'avais pas de connexion la moitié du temps, j'étais sur mon téléphone en hotspot, enfin, c'était l'horreur. Les Olympiades, c'était génial. Le stream, c'était l'horreur. Ceux qui étaient là, c'était galère de chez galère. Bah, le téléphone à l'intérieur d'un bâtiment, il y a des endroits où tu captes plus, en fait, quoi. Ah oui, 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 Et non, mais donc, c'est du coup, faut que je c'est enfin, l'enfer. faut que je recompile tout ça pour essayer de le mettre sur YouTube. Ouais, c'est ça. Et donc du Ouais, coup, bah en fait j'ai pris du retard parce que là j'ai la moitié de mes VOD qui sont pas mises parce que en fait je veux faire ça et puis du coup je fais pas les autres et donc en fait je fais rien parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et non, mais comme le vous le voyez, les montage, je pense cartons que ça peut derrière être là. très compliqué, hein. Donc en plus je suis en train de déménager dans ma nouvelle Mhm. maison, etc. Donc voilà. Donc ouais, bon, tout le Mhm. monde s'en fout de ma vie, hein, on est d'accord. Tout ça pour dire que donc si t'as vu quelques VOD, il y en a encore d'autres des sympas que j'ai en réserve, mais il faut que je les mette. Il Mhm. faut que je les mette. Alors vas-y, par Ok. curiosité, c'est laquelle qui t'a plu le plus? C'est quelle recherche? Bah, non, mais je suis forcément biaisé puisqu'il y a des amis qui sont passés, donc T'as pas le... J'allais dire, forcément, il va falloir que tu choisisses entre forcément Baptiste et Alexis. Baptiste, j'ai adoré, quoi. Mais t'avais pas vu que Donc, j'avais c'est... interviewé Alexis alors? Parce que je crois que lui il est sur Si, YouTube. si, Si, je l'ai vu d'accord. Alexis, ouais. Ouais, j'ai vu Alexis aussi, qui fait toujours, qui a aussi un style, qui a aussi un style qui est excellent, c'est certain. Donc voilà. Mais après, oui, tu vois, oui, forcément, je suis obligé de dire que c'est eux que j'ai adoré parce que c'est des gens qui ont fait un postdoc quand moi j'étais en thèse. Donc, c'est des gens qui ont été fortement inspirants pour Et ma oui, recherche, quoi. c'est un peu tes grands frères, quoi, Ouais, voilà, de la c'est des recherche. grands Parce frères de que recherche. Ouais, c'est... ouais, Et oui, exactement. Exactement, ouais. qui t'ont guidé un peu ta pensée et tout ça. Et forcément aussi des sujets un peu connexes, donc que t'as apprécié, quoi. C'est Mhm. sûr. Ouais, Après, ça aurait très pu clairement. être d'autres trucs parce que t'as découvert des trucs complètement. Alors qu'avec eux, forcément, c'est des trucs que tu connaissais, donc c'était peut-être un peu plus barbant. Je sais pas, tu vois, il peut y avoir ça aussi. Parce que moi, ce que j'aime bien Ouais, je vois aussi ce dans que les tu streams, veux c'est que dire. j'apprends plein de choses, hein. Ouais, ouais, non, Donc c'est vrai. apprendre, C'est vrai, ouais, ouais. c'est C'est vrai assez que. sympa aussi. Non, 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 c'est très vrai.